j'ai eu une époque exhibe, il faut quand même bien le dire, c'est que j'aimais bien me foutre en slip. Il y a pas à chier. Là, et pour revenir au doublage, je fais une série et je vois le mec, je suis chez VF Prod avec Cécile et puis je vois le mec qui est en slip rouge. Et je me dis, putain, c'est pas possible. Et je l'avais jamais vu. C'est la première fois que je la vois, la directrice de plateau. Et il y avait une cabine, tu vois. Et je lui dis, attends, tu vas pas le croire, j'ai bossé mon rôle, regarde. Je me déloque, je baisse mon froc et j'avais tu sais, les American Apparel, là, super beau slip, machin, rouge, comme le mec. Je regarde. Bon, le mec était noir. Rien à voir avec moi. Mais il avait un slip rouge. Et là, je me souviens, elle était catastrophée, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce mec? Franck Lorin vient chausser de sa casquette pour nous parler de sa vie multicasquette. Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Est-ce la stratégie de la gagne en temps de crise? En tout cas, c'est celle que Franck a adoptée depuis un bon moment. Lui qui a prêté sa voix à Gareth Edlund, Gaël Garcia Bernal, Shia LaBeouf, Sebastian Stan, Charlie Barnett, Justin Chatwin ou encore Ryan Gosling dans Drive. Lui qui était Leonardo dans les Tortues Ninja produits par Michael Bay, Foggy dans les séries Marvel, Deadshot dans Batman Arkham City, Origins, Shadow et Injustice 2, Holt dans Ghost Recon Wildlands, l'agent Chamber dans Valorant ou encore Kane dans League of Legends. Nous parlons de ses passions et de ce qu'il y puise, que ce soit la protection de la biodiversité à ramasser des déchets sur la plage, en passant par la plongée sous-marine qui l'apaise et lui donne la sensation de voler, à ses slips roses avec des fraises dessus. Il faut explorer, dit-il. J'aime voir des gens en vrai, dit-il également. Et dans un monde de plus en plus connecté virtuel et déconnecté réel, c'est une chose qu'on a vraiment besoin d'entendre et d'appliquer. Comme l'a dit un célèbre chanteur à texte des îles, « Vas-y Francky, c'est bon. Vas-y Francky, c'est bon, bon, bon. » Joueur de rugby, très haut. Comédien, producteur de documentaires, d'événements, instructeur de plongée. Comment construire une vie quand notre métier, qui est pour beaucoup une encre, change au gré des envies et des opportunités? T'es poète, dis donc. Alors. Comment on fait pour faire tout ça, en fait? Mais le métier, c'est pas du tout une encre. Enfin, moi, je le vois pas comme ça. Hein. Alors, voilà, c'est bien. Ouais, ça me donne plutôt des ailes, en fait. Parce que la base de mon métier, c'est comédien. C'est comme ça que j'ai démarré. Mais à la suite, j'ai toujours été curieux de plein de sujets qui n'ont parfois rien à voir avec le métier de comédien. Mais qui, avec l'expérience, j'essaye toujours de trouver un lien avec l'interprétation ou avec le cinéma, avec le théâtre, avec un événement, enfin avec un show, entre guillemets. Et je trouve toujours un lien. Et du coup, la base, c'est toujours comédien. Mais tous les métiers que je fais autour, tu vois, tu disais instructeur de plongée, quand tu as quelqu'un qui a très très peur, qui est dans l'eau pour la première fois, qui va faire un baptême, mais il va falloir que tu sois rassurant, il va falloir que tu le fasses rêver un peu, quelque part. Exactement comme quand tu transmets des émotions, quand tu es au théâtre, quand tu veux faire passer un message. Et la pédagogie, la transmission, c'est aussi le rôle du théâtre et de toutes les émotions qu'on fait passer à travers le cinéma également, tu vois. Donc c'est pas très très loin, en fait. Ah ouais? Ouais. La plongée et jouer la comédie, c'est pas loin. C'est ce que j'ai fait dans La Méditerranée n'est pas morte. Hein. Le film que j'ai fait, j'essaie d'allier... alors, je vais pas dire des talents de comédien, on va pas se la raconter, mais en tout cas, ce qu'on m'a appris à l'école et des sujets un peu sérieux, parce que l'écologie marine, c'est à la base comme ça, c'est pas très, tu vois. On se fait chier un peu. Ouais, voilà, on se fait chier clairement, quoi. Et justement, ce que j'essaie de faire, c'est qu'on se fasse moins chier en mettant un peu de dérision, d'humour, tu vois. Et donc, j'utilise mes talents de comédien, ouais. Voilà, clairement. Donc, c'est pas une encre, hein. Non, c'est plutôt un bateau sans encre, justement. Et ça fait couler de l'encre. C'est toi qui m'as lancé. Hein. Putain, on est bien parti. Donc en fait, vraiment tout, tu vas piocher à droite à gauche pour nourrir le comédien. Ouais, à chaque fois, ouais. Tu vois, là, comme je viens d'écrire un seul en scène, maintenant 50 ballets, hein, parce que voilà, les années passent. Et c'est une histoire qui m'était arrivée quand j'avais 18 ans. Oui, je pioche toujours des choses dans mon expérience de rugby, où j'en ai fait beaucoup. Je suis encore président de club et tout ça. Et tous les gens que je vois... ça m'inspire, en fait. Et je trouve que quand tu es comédien, c'est ce qu'on m'a inculqué, c'est qu'il faut être très curieux. Tu vois, il faut aller voir des expos, il faut aussi aller voir les copains travailler. En doublage, on dit toujours qu'il faut assister. Oui, t'apprends beaucoup en regardant les copains travailler, en allant sur des tournages quand t'as la chance de pouvoir y aller, ou d'aller voir des pièces, discuter avec des metteurs en scène. Et
toutes les activités, je pense que c'est enrichissant d'aller voir les autres, quoi. C'est un truc que tu fais consciemment ou tu le fais parce que c'est un kiff et en même temps ça nourrit la bête? Bah, franchement, je me suis jamais posé la question, mais je sais qu'à chaque fois que je fais quelque chose, je suis toujours curieux de comment ça se passe, comment ça marche, qui fait quoi. Même, tu vois, on se connaît, nous, beaucoup, on fait des jeux vidéo, par exemple. Bah, je me dis, ben, c'est quoi ce jeu qu'il a fait, c'est en quelle langue et comment ça s'enregistre et tout ça. Ça m'a toujours intéressé, tu vois. Euh, Parce que j'ai fait beaucoup de films institutionnels au début, tu sais, pour avoir des cachets et tout ça, des films qui apparemment sont pas très intéressants. Je te donne un exemple parlant, genre je vendais dans les têtes de gondole de magasins de bricolage une espèce de multiprise anti-parasite pour les orages et tout. Il fallait vendre ça. Alors c'était un film qu'on mettait en tête de gondole, on m'a filmé, mais comment tu vas t'intéresser à un sujet pareil, tu vois, c'est pas gagné. Et en même temps, tu vois, les gens que j'ai trouvés sur le tournage, c'est des gens que je suis encore maintenant, des années plus tard, qui font de la fiction, eux aussi, qui font pas que du film instit. Et en fait, tu t'aperçois que dans chaque expérience, il y a toujours des trucs à avoir, tu vois. Moi, pour faire mes cachets, j'ai fait plein de figurations au début. Et on m'a dit, mais fais pas ça, tu vas être classé comme un figurant, comme si tu faisais au doublage que des ambiances, tu vois. Ouais. Et non, en fait, t'as conscience que tu veux pas faire que figurant ou que faire des ambiances. T'as envie d'avoir des rôles un peu plus importants. En fait, quand tu t'intéresses aux autres et que tu poses des bonnes questions, que tu vois, que tu considères tout le monde, du chef machine, enfin même pas du chef machine, du simple électro ou machinot jusqu'au réal, si tu les considères bien, je pense que c'est comme ça que tu fais ton expérience et que tu rencontres des gens et que tu évolues, quoi. Tu sais, je fais une anecdote qui est drôle parce que un jour, je me suis retrouvé à tourner avec John Landis. Et John Landis, c'est le réalisateur des Blues Brothers. Et alors, en plus des Blues Brothers, moi, j'étais fan de Michael Jackson. C'est celui qui a réalisé Beat It, Thriller. Mais bien sûr. Et à l'époque, quand c'est sorti, je me souviens, c'était Jacques Martin qui disait « Attention, on va avoir une première fois un clip qui durait. » C'était la longue version, tu sais, où il démarre par le cinéma. Ouais. Et après, il se balade, et machin. Et quand j'ai vu ça, moi, je sais pas, j'avais 10 ans, j'ai fait, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est dingue. C'est dingue. J'avais acheté la petite main, tu sais, pailletée. J'allais à Montparnasse faire du Michael Jackson. On était tous fous, quoi, de ce mec avec le manteau rouge en V, là. Et je tourne avec ce mec. Une pub au studio Arpajon. Ils avaient refait toute une rue pour du Baoli, pour un panettone italien. Okay. Une pub italienne. Okay, ouais. Avec plein d'acteurs, plein de gens. Bon, bref, je me retrouve là-dedans. Et moi, je vois sur la feuille de service, on me dit, c'est John Landis qui réalise. Et puis, je dis, mais John Landis, et puis, il y avait pas, je crois pas qu'il y ait Internet à l'époque, ou si, déjà un peu les prémices, quoi, mais je me renseigne, et je fais, mais putain, c'est vrai. Et donc, je vais voir ce mec, et c'est drôle parce qu'il est habillé toujours une cravate, une casquette, une veste, vraiment à l'américaine. Tu peux pas lui parler directement, il faut que tu parles à ses assistants. Okay. Mais par contre, ce que j'ai vu, c'est qu'il s'intéressait à tout le monde. Et très vite, ce protocole, qui peut-être la marque l'imposait ou peu importe, il l'a balayé, exactement. Et j'ai été lui parler. Il m'a signé un livre. J'étais fan de Michael Jackson, donc j'avais tous les livres à l'époque et tout. Et moi, j'étais comme un gamin. Et le mec, je voyais dans sa manière de tourner, alors que bon, il venait vraiment clairement faire une pub. Je pense qu'il prenait un bon billet et point barre, quoi. Mais il s'intéressait à tout le monde, il était ouvert, et même s'il y avait un protocole. Et je pense que c'est ça, en fait, la marque des grands, tu vois, c'est que ils sont à l'affût de tout, quoi. Parce qu'ils savent très bien que le pauvre petit assistant qui est là, demain, c'est peut-être un futur grand réalisateur, et c'est possible, quoi. C'est largement possible. Et c'est dans ces petites histoires, anecdotes ou expériences de vie que tu as pioché pour te nourrir, te construire et suivre cette voie qui est la tienne aujourd'hui en disant je vais faire plein de trucs différents, je vais jamais dire non, Alors la grande difficulté dans tout ça, puisqu'on est dans l'imagerie des bateaux, des ancres et de la mer. Bah oui, t'as ta marinière. J'ai ma marinière, bah oui, forcément, Franck Barbotte est là. C'est de pas se noyer. Voilà. C'est-à-dire que quand on fait beaucoup, beaucoup de trucs, des fois, on a tendance à papillonner et à pas les faire bien. Et ça, c'est ce que je faisais il y a encore quelques années. Et j'ai déçu certaines personnes qui comptaient sur moi, notamment sur des productions, sur des accompagnements, sur des montages de projets. Et j'ai pas été à la hauteur parce que je pense que je faisais trop de choses. Et que... C'est quoi mal faire? C'est le faire en surface? C'est-à-dire que tu passes pas assez de temps et tu t'entoures pas des bonnes personnes. Surtout, tu crois que tout seul, tu vas tout faire, mais c'est pas vrai.
Maintenant, ça fait 10 ans que je produis régulièrement des objets audiovisuels, principalement du documentaire. Et tu t'aperçois que c'est la somme de plein de talents et l'orchestration de tout ça qui fait que ça se passe bien. Là, je suis en train de produire mon seul en scène et c'est pareil, j'ai plein de personnes différentes qui travaillent ensemble et si tu leur donnes pas l'attention qu'il faut, si t'écoutes pas les uns et les autres, et ça peut pas fonctionner. Et parfois, tu es au courant de plein de choses que eux-mêmes entre eux ne savent pas, mais toi, tu sais un peu, tu vois ce que pensent les uns des autres et tout ça. Et ton but, c'est que tout ça fonctionne et que tout le monde soit heureux de travailler ensemble. Et pour ça, ben, il faut du temps, de la dispo, et il faut pas dire oui à tout du coup, parce qu'avant, je disais toujours oui. Ok, Et donc maintenant, je dis pas toujours oui. ok, je vois. Voilà. Tu filtres. Ouais, mais après, tu t'en rends compte qu'avec l'expérience. Je pense pas que, ou alors faut être tellement mature ou connaître très bien le métier avant. Voilà, moi, Ouais. je viens pas du tout de ce métier-là à la base, hein, et je viens pas du tout de ce milieu. Et donc, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, comme on dit, si tu veux. C'est vraiment l'expérience, quoi, qui fait que maintenant, je suis un peu plus posé, quoi. Ou alors, faut être un peu autiste et savoir faire plein de trucs hyper bien en même temps. Et enfin, c'est compliqué. Ouais, Mais... ça, c'est compliqué, hein. Tu vois, moi, je vois même les jeunes générations, hein. J'ai une fille qui a 20 ans, qui est très, très talentueuse, mais c'est pareil, elle peut se laisser déborder très rapidement. Ouais. Donc, bon, il faut cadrer, quoi. Mais il faut mûrir, voilà, il faut du temps. Faut maturer. C'est ça. Tu m'avais dit que tu parlais de ton seul en scène. On s'imagine un seul en scène. Bon, c'est facile à monter. Le mec, il est tout seul. Ouais. Il se le monte tout seul. Et éventuellement, il demande à un pote pour la mise en scène. Et hop, enrouler On y va, le jeu. quoi. Bah, c'est pas si facile que ça. En fait, tu sais, moi, j'ai été le manager et le coproducteur de Shirley Soignon, une humoriste, pendant des années, au moment de On ne demande qu'à en rire. Quand ça a cartonné, quand il y a eu Jérémy Ferrari et toute cette bande-là, Baptiste Le Caplin, tout ça. Et je voyais tous ces humoristes faire des blagues et aller à la punchline, c'est-à-dire vraiment tester leurs 5 minutes, chercher le rire, chercher l'effet, quoi. Et là, j'avais besoin d'écrire un seul en scène, mais j'avais pas besoin de faire rire, en fait. Donc, du coup, je cherche pas l'efficacité du rire. C'est plus quelque chose qui est plus poétique. Tu vois, on a fait 12 versions. C'est la 12e version de l'écriture. Ok, je vois, ouais. Donc, c'est très, très long. J'ai été soutenu par la DAMI, donc je me suis dit, tiens, c'est peut-être pas forcément trop merdique. Ça tient peut-être un peu la route. Donc, je me suis encore plus investi dans l'écriture en ayant ce soutien. Et au final, c'est très difficile parce que c'est très intime. C'est comme un journal intime, en fait. L'histoire, c'est Paris-Biarritz, hein. C'est quand j'avais 18 ans, j'ai traversé la France à pied. Ça, c'est une histoire vraie parce que je savais pas quoi trop faire. En fait, je faisais beaucoup de rugby à l'époque, mais je voyais bien que j'arriverais jamais à très haut niveau. Et toi, tu t'en rappelles de tes matchs de rugby? Ouais. Alors moi, je jouais pas le poste de Chabal. Et donc, j'étais demi-mêlée, je prenais moins de coups dans la tronche, le pauvre. Non, moi, je me souviens des matchs. Mais ceci dit, t'as raison, il y a certains trucs dont je me souviens pas. Ah, quand même, ouais. Mais ça n'a rien à voir Ah avec les commotions cérébrales. C'est que je pense que je fumais un peu trop de shit à l'époque. Okay, c'est surtout ça. Voilà. Okay. Et donc, ça, c'est pas bien. Et mais comme je faisais plein de sports, je m'en rendais pas compte. Mais du coup, c'est vrai que j'ai des copains qui se souviennent exactement de certains passages, et moi, alors là, j'ai complètement oublié. Et je sais que c'est ça, quoi. Et puis l'abus d'alcool, parce que je buvais beaucoup. Voilà, je faisais la bringue quand on a comme 18, un rugbyman. Ben ouais, comme un rugbyman. 18-20 ans, on fait tous les excès. Hein. Voilà. Et puis moi, j'adore les excès aussi, donc j'y suis allé à fond. Mais du coup, pour revenir à ce qu'on disait, c'est pas si simple de monter un seul en scène parce que quand c'est très intime, donc je suis parti de ce parcours dans lequel j'avais écrit un carnet de voyage en 93 que j'ai retrouvé des années et des années plus tard, et je suis parti de ce carnet de voyage d'un gamin de 18 ans que j'avais écrit, et je me suis dit, 50 balais, qu'est-ce que ça raconte maintenant et qui je suis maintenant, et voilà. Et du coup, ça m'a emmené à écrire des trucs sur l'enfance, des trucs sur le MeToo garçon quand j'ai démarré le métier, sur plein d'histoires qui me sont arrivées. Et donc, c'est très intime et c'est très difficile de dire ses propres mots. J'ai calculé, c'est mon 30e spectacle, tu vois, j'ai joué plein de choses, de la tragédie, des trucs hyper comiques, hyper mon cul sur la commode, enfin, tu vois, de tout, vraiment de tout. Il parlait de soi, putain, et de ses propres mots, c'est très dur. Tu peux pas t'empêcher de dire, attends, mais si j'avais mis cet autre mot, ça serait mieux. Enfin, tu vois, t'es tout le temps en train de changer. Ouais. C'est dur de fixer. Et là, on vient de faire une résidence d'une semaine. On va partir à Avignon pour refaire 15 jours de résidence. Et on va réussir à fixer quelque chose. Hein. Il y aura un spectacle, rassurez-vous. Mais c'est une sacrée expérience de traverser tout ça et de parler de soi sans avec pudeur.
Bah, avec pudeur et en trouvant de l'universel dans le propos. Ouais. Parce que il s'agit pas de juste se raconter un truc. Et c'est ce que, pour revenir au stand-up, des fois, je voyais des gars qui allaient sur scène et je me disais, mais putain, ils ont pas grand-chose à raconter, quoi. Eh ouais. Et tu vois, ça démarre, il est en train de jouer à un jeu vidéo, il y a un mec qui lui livre une pizza, mais il arrive en retard, et hop, il se dit, tiens, je vais commencer à écrire un stand-up sur ça. Et c'est pauvre, tu vois. Et donc, Shirley, elle est allée au bout du process parce qu'elle a raconté à la fin, là, elle joue plus depuis 2 ans, mais elle a été jusqu'au bout de raconter des choses très, très, très intimes et très costauds, tu vois, en mode stand-up. Et comme certains Américains le font et tout, et je trouve ça super courageux, super beau, mais c'est super dur aussi de garder ton auditoire avec des trucs un peu touchy, quoi. C'est quoi la team autour de toi sur le One Man? Sur le One Man, là, bah, j'ai fait appel à une copine qui s'appelle Séverine Latulière, qui, elle, a les éditions, la prod Naya Productions. Elle fait du cinéma depuis 20 ans, 25 ans maintenant. Elle a eu un grand fait d'armes, qui est le film d'animation Adama, qui a eu un César, le meilleur film d'animation, qui est un super truc sur les tirailleurs sénégalais, qui est vraiment très, très beau, et qui tourne encore d'ailleurs. Et je l'avais connue, moi, au tout début, quand j'avais une vingtaine d'années, et on a fait de l'impro ensemble. Elle m'a écrit des spectacles. Elle a mis en scène Emmanuelle Rivière aussi, qui est une autre comédienne que tu connais, qui fait beaucoup de doublage et qui est à Paris en ce moment dans un super spectacle, Peau d'homme. Et donc, c'est quelqu'un qui fait partie de la famille. Et surtout, c'est quelqu'un qui a fait des études littéraires, qui a été réalisatrice et productrice à Radio France et qui a vraiment du chou. Et qui, quand tu veux avoir un retour sur ton écriture, elle est extrêmement forte. J'avais besoin de ce retour parce que moi, j'étais un peu paumé entre ses écrits de l'époque et mes histoires de maintenant. Elle a réussi à faire le ménage de tout ça et je crois qu'on est arrivé à un squelette, une ossature qui est pas mal. C'est quoi son rôle? Ça s'appelle comment, le poste, finalement? Alors, elle est metteur en scène. Metteur en scène. Mais Et ça va jusqu'à au début, l'écriture, l'aide à c'était l'écriture. script doctor, en fait, si Ok. on veut dire un rôle Ouais. vraiment, c'est qu'au début, on fait des allers-retours. Ouais. Donc là, c'est vraiment du script doctoring pur. Hein. Tiens, coupe ça, rajoute ça, et si tu parlais de ça, et tiens, est-ce que tu peux développer sur tel sujet, etc. Donc elle vient piocher des choses. Et puis après, là, elle est plus dans 2 choses. C'est la scénographie, c'est-à-dire un peu le dessin du spectacle. Donc il y a beaucoup de musique. Olivier Davio, qui est un super musicien, qui a fait toute la musique comme un conte musical. J'ai Nicolas Delbar qui est au son, qui est lui un créateur sonore, qui va faire des ambiances, parce que comme je suis très attaché au son, même plus qu'à l'image, j'ai voulu que ça soit comme un conte sonore. Donc quand il y a des silences, c'est qu'ils sont volontaires, mais très souvent il y a toujours des sons et les gens s'en rendent pas forcément compte. On joue avec le droit-gauche, on aimerait jouer en 5 points, mais au théâtre, on n'est pas tous équipés en 5 points, mais tu vois, avec de la profondeur, de la spatialisation. Mais pour l'instant, on va jouer à Avignon, donc dans une petite salle, on verra après. Stéréo, c'est bien déjà. Stéréo, c'est déjà pas mal. Donc voilà, un conte musical. Et puis, j'ai François, la petite, qui fait les lumières et la vidéo, parce qu'on a beaucoup de vidéos derrière. Sur des vidéos qui sont pas forcément réalistes, mais qui parlent de notre état intérieur. Donc, ça peut être des cellules, ça peut être du sang qui circule, ça peut être même des choses très graphiques, des performances vidéo qui racontent un peu l'intériorité, ce que tu as dans la tête, un peu, tu vois. T'as pas peur que ce soit trop intello? Non, trop chargé en termes d'ambiance? En fait, on a un plateau nu, j'ai pas beaucoup d'accessoires, okay. On est épuré. Et on a un tulle au fond et quelques projections et surtout beaucoup de sons. Alors, en son, c'est pas épuré. On a beaucoup, beaucoup d'univers musical. Mais ça se rapproche aussi de ce que j'aime dans le doublage, tu vois, dans la manière de pouvoir sonoriser les choses avec ta voix. Et on a beaucoup travaillé sur ça, voilà. Ok, cool. Donc ça fait quoi? 5, 6? Alors ça, c'est la partie création, hein, vraiment. Et après, j'ai une grande partie administrative et communication. Donc, j'ai une attachée de presse qui s'appelle Linda Mioub, avec qui j'avais travaillé sur un dernier Avignon qui était Le Monde du Silence-Gueule, un spectacle avec Julia Duchossois, mise en scène par PEF, qui cartonne. D'ailleurs, on rejoue demain encore et ça s'arrête pas, quoi. Et donc, Linda, je l'avais rencontrée, c'est une super attachée de presse qui est agent aussi de comédien. Et puis, je travaille avec Patricia Marty de Cité Média, où elle fait la com. Elle, c'est pareil, je l'ai fait travailler pendant des années. C'est une super boîte. Et, donc ça, c'est des mises en avant pour essayer d'exister sur les réseaux, avec la Fnac, avec Billet Réduc, tous les revendeurs, quoi. J'ai aussi une chargée de diff, parce que si on fait Avignon, c'est pour vendre des dates. Hein, c'est un peu un grand festival. C'est comme une foire. Non, mais vraiment, parce que les programmateurs viennent voir ce qu'il y a et pourquoi pas achètent des spectacles et les programmes. Donc, j'ai une chargée de programmation qui est Marie Barbet, une jeune qui est géniale. Et puis, dans l'équipe, j'ai monté une société de prod qui s'appelle Sissi Productions,
Donc ça, c'est pas Frozen Frogs qui fait depuis 10 ans des films. Donc ça, c'était exprès pour... Et voilà, j'ai monté exprès une société de production avec d'autres copains qui viennent d'autres milieux qui n'ont rien à voir, mais bon, qui sont mes potes depuis très très longtemps. Et le but, c'est, si tu veux, d'utiliser ce premier spectacle, Paris-Biarritz, comme un premier élément, un premier projet, mais ensuite, c'est d'en avoir d'autres, de faire de la diffusion, parce que moi, j'ai travaillé beaucoup dans la diff de spectacle aussi. Et donc, de continuer à produire d'autres spectacles qu'on aime, quoi, sur des thèmes qui nous font kiffer. Voilà, quoi. Donc voilà, maintenant, j'ai une autre structure. Une de plus. Une de plus. Ok. Ça va faire beaucoup de cordes à l'arc. Mais qui font que du spectacle vivant, voilà. Ok. La stabilité, c'est en option ou tu la trouves dans le mouvement, toi? C'est marrant parce que dans mon spectacle, j'en parle, la stabilité m'angoisse, ouais. J'ai la chance d'avoir une épouse formidable depuis 30 ans. Maintenant, Sandrine Soignant, qui est super. On a 2 filles magiques. On a su, c'est le terme est choisi, on a su rester ensemble. Ça n'a pas été évident parce que dans un couple, 30 ans de vie, c'est un parcours, en fait, avec plein d'embûches aussi. Mais maintenant, si tu veux, moi, je l'appelle souvent mon porte-avions parce que c'est vrai que c'est un rôle aussi hyper difficile aussi pour elle, qui je pense aussi s'est mis un peu en retrait pour s'occuper un peu de la base, quoi. Et on a des enfants, quoi. Voilà, c'est pas non plus des jouets. Et oui, moi, j'ai tendance des fois à pas être trop présent, donc j'essaye de rattraper comme je peux les choses, de les inclure. Le dernier film que j'ai fait, la Méditerranée n'est pas morte, elles sont carrément dans le film. On joue carrément à la maison, elles ont des scènes, tu vois. Je dis, voilà, je les inclus dans mes propres aventures. Ok, je vois. Je parle beaucoup d'elles dans le spectacle, d'ailleurs, aussi. Et puis c'est aussi grâce à ça, que je peux aussi faire tous mes projets, parce que je sais qu'il y a une base un peu solide. Voilà, on a la petite maison, on est bien. Le cocon familial. Ouais. Alors que ça fait très ringard de raconter ça, parce que tu vois, quand j'avais 20 ans, je pensais que j'allais vivre très peu d'années, parce que j'essayais tout, et puis j'aurais jamais d'enfants, voilà. Et puis bon, en fait, c'est un peu l'inverse qui est arrivé, quoi. Et de toute façon, le monde a changé. Et aujourd'hui, c'est plus le cocon familial qui se fait rare et qu'il faut apprécier. Ouais. Oui, chez moi, là, autour de nous, ça explose beaucoup aussi, les couples, ouais. Voilà. Bon, on vit une époque un peu difficile à tout point de vue, quoi. Qu'est-ce qui te drive, à part Ryan Gosling? Private joke. Wow. C'est marrant que tu parles de Ryan Gosling, parce que il faut reconnaître, c'est Alexandre Gillet qui le fait régulièrement. Et comme j'ai fait un film qui a cartonné, Drive, où il parle très très peu, et un autre film qui s'appelait, où il parle beaucoup, The Big Short, le casse du siècle, je l'ai fait que 2 fois. Donc c'est ridicule, c'est-à-dire, c'est la voix de Ryan Gosling, mais absolument pas. Je l'ai fait dans 2 films, c'est absolument... Voilà, mais ce qui était marrant, c'est que ce truc, ça m'est resté, que Julia Duchossois, qui a écrit le spectacle Le Monde du Silence Gueule, fait une blague sur ça, que d'autres gens font des blagues sur ça, qu'il y a des potes, ils m'appellent Ryan. J'ai dit, non mais arrêtez, quoi. Arrêtez, c'est pas vrai, tu vois. J'ai eu 2 fois. Mais c'est vrai que la première fois, c'est très étonnant, parce que c'est un film qu'on a doublé sans savoir qu'on doublait un chef-d'œuvre. Parce que, tu sais, c'est un film d'ambiance. Ouais. Et puis la musique, en plus, tu vois. Génial. Elle est dingue. Ouais. Et comme c'est coupé en boucle, c'est saucissonné, ce qu'on fait, c'est pas forcément dans l'ordre et tout. Moi, je comprenais pas ce que je voyais, tu vois. C'est un mec qui conduit pour toi. Ouais, et puis je me disais, oh, putain, c'est chiant, tu vois. Et quand je l'ai vu, j'ai fait, waouh. Et surtout, ce qui est marrant, c'est qu'il est sorti et tout de suite, on m'a appelé pour faire des pubs. Ah ouais. Ouais, parce que, tu sais, le film cartonne, et les marques de voitures voulaient le driver, le mec qui conduisait la voiture. C'était aussi con. Bien sûr. Et du coup, j'ai commencé à faire de la publicité vocale avec ce film, quoi. Wow. C'est fou, hein. T'as vendu quoi? De la Renault, de la Peugeot, de la merde. J'en sais rien. Mais bon. Et pour de vrai, qu'est-ce qui te drive? Alors, qu'est-ce qui me drive? Qu'est-ce qui te fait avancer? Franchement, c'est les rencontres. Franchement, j'aime. Tu vois, l'humain, il est à la fois affreux. Mais c'est ce que je raconte dans ce spectacle. Le sous-titre, c'est comment j'ai rencontré l'humanité. Et l'humanité, elle peut être magnifique comme elle peut être, mais horrible, quoi. Horrible. Et c'est ce qu'on voit dans le monde entier, avec tous les conflits qu'il y a, puis aussi toutes les bonnes actions qui se passent. Donc moi, j'essaie de toujours voir le verre à moitié plein. C'est toujours ma façon de voir les choses. Je suis très optimiste. Donc je m'attache à ce qui marche, à ce qui est beau, à ce qui fait du bien, à ce qui nous relie, ce qui nous
ce qui nous apaise. Et du coup, dans les rencontres, ouais, je suis toujours curieux, même si parfois, oui, tu fais des mauvaises rencontres, ça arrive. Mais ça me décourage pas parce que les bonnes rencontres, les belles amitiés, et dans l'amitié, il y a amour, il y a des trucs qui te nourrissent toute ta vie, quoi. Moi, j'ai des copains depuis que j'ai 13 ans, quoi. Et c'est mes potes, mais mes vrais potes, c'est des frères, quoi. Et nos enfants se connaissent et on part en vacances ensemble. Et c'est des familles très, très fortes et surtout qui t'aident à tous les points de vue. À la fois quand tu es dans un moment de félicité et que tu cartonnes, mais à la fois dans les moments où c'est difficile, tu vois. Il peut y avoir des séparations, des deuils. On a tous à peu près le même âge, donc c'est pareil, les deuils, ils arrivent plus ou moins au même moment, tu vois. Et c'est bien de s'accompagner et de s'entourer, voilà, avec des vrais frères et des vraies sœurs, c'est hyper important, quoi. Donc ce qui me drive, c'est ouais, la rencontre de l'autre, l'opportunité de rencontrer quelqu'un qui va t'amener à faire autre chose. J'ai hésité plein de fois d'ouvrir un restaurant, d'ouvrir des bars, plein de fois, ça m'a... Après, ma femme m'a dit, si tu fais ça, je te quitte. Parce que tu vas boire le fond et ça va pas le faire. Donc, je l'ai jamais fait. Mais ces métiers de communication, de rencontre, là, tu vois, avec les doutes qu'on a dans le doublage par rapport à l'IA, par rapport au danger de tout ce qui se passe, mais il n'y a pas que nous, hein, c'est tous les métiers. Je me suis souvent posé la question, bon, qu'est-ce que je vais faire, quoi? Parce que faut pas se voiler la face, c'est très rémunérateur comme milieu, mais alors si j'ai plus cet argent, qu'est-ce que je fais? En fait, ça me fait pas trop peur parce que depuis des années, je fais plein d'autres trucs et les moments où je travaille moins, en tout cas dans le doublage, je les sens pas trop passer parce que, tu vois, là, je pars à Avignon pendant 15 jours, je travaille sur la pièce. Après, je pars un mois en tournage partout dans le sud et en Corse avec la Méditerranée numéro 2, qui s'appellera, entre autres, c'est juste une blague, mais s'appelle La Méditerranée n'est toujours pas morte. Donc, je me suis pas du tout foulé sur le titre. Voilà. Quand tu tiens un filon, tu continues. Et après, tout le mois de juillet, je suis à Avignon. Alors, évidemment que je fais des allers-retours parce qu'il y a des studios qui te demandent pour des doublages et tout ça. Mais je veux dire, je vois pas les choses, je vois pas les baisses de trucs parce que j'ai toujours des choses à faire. C'est intéressant et t'as un profil super intéressant. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'avais très envie d'avoir ton témoignage. C'est que il y a plein de gens qui vivent pour ça, par ça, et qui flippent vraiment beaucoup parce qu'une fois que ça s'arrêtera, on peut quasiment parler au futur simple. Et voilà, c'est le grand vide en fait. Ouais. Toi, t'as pas ça. Et c'est pour ça que tu peux apporter une autre perspective, voir un peu d'espoir à tous ces gens qui flippent. Parce que comme on le dit, on parle du doublage parce que bon, toi et moi, on est dedans, mais il n'y a pas que. Il y a, je pense, il y a les illustrateurs notamment, mais ça, c'est les métiers artistiques, mais il n'y a pas que. Je pense que les comptables, ils doivent pas faire les malins. C'est marrant parce que tu parles des comptables. Hier, j'étais avec un comptable qui parlait exactement de ça. Voilà. Mais évidemment, les métiers à chiffres, c'est des calculettes humaines. Donc les comptables, c'est les premiers qui vont sauter. C'est ça. Donc c'est bien faut explorer comme tu le fais. Et c'est peut-être bien de le faire avant de voir le mur arriver. Oui, et puis pas avoir peur de se remettre en question, tu vois. Moi, alors les jeunes vont décrocher, mais je vais te parler d'un comédien qui s'appelle Pierre Mondy. Bien sûr. Voilà. Mais donc 7e compagnie, évidemment. Oui. Et l'inspecteur, je sais plus quoi, ou le juge Cordier, juge et flic. Rappelle-toi. Ah ouais, la série de haut vol. Ouais. Pierre, j'ai eu la chance de jouer avec lui pendant 2 ans et on n'était que 2 sur scène. Ça s'appelait 6 heures au plus tard et c'est un duo d'un vieux monsieur et d'un jeune qui vient de faire un casse. Bon, bref, ça se passe dans sa maison et donc on a joué ce spectacle presque pendant 1 an et demi. Et on n'était que tous les 2 sur la route. Donc, tu as eu le temps de discuter avec lui. Tournée, ouais, mais il m'a raconté plein d'anecdotes. Et le premier truc qu'il me disait, parce qu'il m'appelait Fiston, il me disait, Fiston, c'est pas un métier, c'est une aventure. Et il a raison, parce que si tu penses que c'est un métier, donc un métier, oui, tu vas de telle heure à telle heure, t'as ta paye à la fin du mois, mais c'est pas du tout ça, quoi. C'est une aventure. De toute façon, faire un chemin artistique, c'est une aventure. Avec des hauts, des bas, beaucoup de désillusions. Aussi, tu as des moments où tu crois... Moi, j'ai toujours cru que j'allais être Jean-Paul Belmondo. Manifestement. Fais-nous une cascade, là, vas-y. T'es gag boum boum. Non, mais moi, j'étais petit, je voyais ses films, je savais qu'il faisait ses cascades. Je jouais de cascadeur, moi, quand j'étais petit. Et je lui ai envoyé une lettre. Il m'a répondu. Alors, il m'a répondu ou pas, voilà, mais au stylo Bic, c'était signé avec un mot... Enfin, tu vois, ça m'avait touché, même si c'est certainement un de ses assistants, j'en sais rien. Mais si tu veux, c'est un mec qui m'a
donné envie de faire ce métier. Et je me voyais dans les couves à l'époque de Télé 7 jours, Paris Match, c'était moi. Voilà. Bon, il se trouve qu'il y a eu Guillaume Canet, qu'il y a Pierre Ninet, qu'il y a d'autres mecs qui font très bien les couves, et que je ne ferai pas, mais j'ai trouvé mon chemin par ailleurs. Et oui, il faut tout le temps se remettre en question. Faut pas. Et tu sais, des fois, je faisais à l'époque beaucoup de repas avec des comédiens, et puis j'invitais des gens qui n'avaient rien à voir, tu vois, des architectes, des comptables, des avocats, des journalistes, peu importe. Et très souvent, ça sélectionnait les comédiens, parce que une fois que le comédien a parlé de ce qu'il fait, quand les autres parlent, et tu sens qu'il n'en a rien à foutre. Ouais. Et donc là, tu fais, ok, au-delà d'être comédien, c'est une personne inintéressante. C'est quelqu'un qui ne parle que de lui et qui, en fait, ne s'intéresse pas du tout aux autres. Et pour moi, un bon comédien, c'est une éponge. C'est quelqu'un qui s'intéresse à tout. Parce que tu es amené à tout jouer. Donc, si tu t'intéresses pas à tout, et même pourquoi les gens sont un peu timides et pourquoi il y a ça. Avant, j'étais, moi, très un peu bourrin, tu vois, dans mes relations, un peu forceur, si on veut aller dans le langage de maintenant, quoi. Et au fur et à mesure que j'essaie de me déconstruire, tu te rends compte qu'il faut être beaucoup plus ouvert et sensible et écouter les autres. Écouter. Ça, alors c'est paradoxal parce que là je parle beaucoup, mais écouter, c'est venu tardivement pour moi. Mais quand on a beaucoup écouté, on peut après parler. Oh, c'est Sensei. C'est Tortue Ninja ici. Splinter, tu peux m'appeler Splinter. Ouais, super. Tu saurais décrire ton parcours de tes études à ton premier passage derrière un micro ? En 2 mots. Ouais, en 2 mots. 2 mots, c'est court. Ouais. Grosso modo, moi, je fais des études collège classique dans le 14e, mais j'ai un prof de théâtre qui est un prof de maths. T'étais pas à Toulon ? Non, moi, je viens pas de Toulon. Moi, je viens de Lorraine, comme son nom l'indique. Ouais. Franck Lorrain de Lorraine. Ouais. À 8 ans, je viens à Paris et j'habite dans le 14e, rue de l'Ouest. Et là, je fais des collèges de secteur. Et dans mon collège Giacometti, rue d'Alésia, il y a un mec, Jean-Claude Arouget, qui est toujours d'ailleurs, qui fait toujours du théâtre, qui est un prof de maths, mais qui a une passion avec la compagnie du Val-de-Bièvre, je m'en souviens, à Buc, et il fait la classe théâtre. Et donc, tous les ans, on a un spectacle à jouer. Il m'a donné un peu cette passion. Et puis après, je pars complètement ailleurs. Je fais une sport-études rugby. Parce qu'il se trouve que je fais ce sport et puis que ça marche bien au début. Ça, c'est super. J'ai une belle progression. Après, ça, c'est un peu le plateau, comme on dit. Voilà, le plateau. Mais du coup, je vais dans le rugby. Rien à voir. Donc, j'arrête complètement le métier. Et quand je fais ce fameux Paris-Biarritz, je réfléchis et je me dis, mais putain, je fais un complexe de taille. J'ai besoin qu'on m'aime, qu'on me regarde. Qu'est-ce que le rugby, on s'en fout, quoi. Il faut être comédien si tu veux qu'on te regarde, si t'as besoin si t'as un petit complexe, vas-y, quoi. Et donc, je remonte à Paris. Et là, je fais de la figure, je vais faire le tour des théâtres. Je suis très volontaire, quoi. À l'époque, j'allais sur le Minitel ou sur le Bottin chercher les adresses de réalisateurs. Je les attendais en bas de chez eux. C'était un peu... T'avais pas le Bellefeuille ? Un peu flippant aussi, bien sûr. J'étais dans le Bellefeuille, oui. J'en ai revu un il y a pas longtemps, c'est drôle. Wow. Et donc, je me lance là-dedans. Je fais un DUT Tech Deco à Créteil, mais pour sportif de haut niveau. Donc, grosso modo, c'était une planque où on travaillait que le matin, on faisait rien l'après-midi. Donc, au lieu d'aller m'entraîner, je continue à prendre des cours. Je fais le studio d'Anières, tout ça. Donc, je deviens comédien parce que j'arrive vite, par chance, et surtout parce que je suis très volontaire à avoir les fameux cachets. Donc, moi, dès le début, je suis intermittent. J'ai mes heures. J'ai les premiers portables, je suis toujours à l'affût de tous les cachets. Je vais à l'Opéra Bastille faire un mort dans Nabucco de Verdi pendant 20 minutes pour faire tous mes cachets pendant le mois. Wow. Je fais de la frime à gauche à droite et puis je monte des films, je monte une compagnie. Enfin, je fais la tambouille, quoi. Pas forcément bien. Des merdes prod. Mais des merdes prod. Ah ouais, à fond, quoi. Et le micro, donc tout ça, j'ai 20 ans, quoi. Le micro, c'est dingue, c'est parce qu'à l'époque, Radio France, donc il n'y avait pas les systèmes de sécurité, les bornes à passer, les badges à badger, tout ça. On rentrait à Radio France. Tu rentrais, n'importe qui rentrait à Radio France. Et c'était le rendez-vous de tous les comédiens qui galéraient. On était tous place des Abbesses à l'époque, et on était là, on tournait, on savait pas quoi foutre et tout. Et il y a des potes, ils me disent, mais viens à Radio France, tu vas à 14h au Carrefour des Putes. Je dis, c'est quoi ce truc? Il fait, c'est un truc, tu vois, on va se mettre dans le Radiant. Donc le Radiant, c'est la grande pointe, tu vois, de Radio France, tout autour. Il y a un endroit là où il y a des plannings. Et c'est là où tous les réalisateurs passent avant de reprendre. Ça va du 111 au 114, c'était les studios enregistrés. Puis des fois, ils font, tiens, toi, t'as rien à faire, viens. Et c'est comme ça, je faisais le pied de grue à ce fameux Carrefour en face des plannings. Puis à un moment, il y a Evelyne Frémy, une metteuse en ondes, parce que c'est comme ça qu'on appelle ça. Elle dit, venez voir.
Elle me file Voyage au bout de la nuit de Céline. J'avais jamais rien lu. J'ai fait sport études rugby. J'ouvre le truc. Déjà, je vois plein de 3 petits points partout. Je dis, oh putain, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je lis. Mais comme ça me vient, elle me fait très bien, vous êtes pris. Vous allez jouer pendant 15 jours une série avec Jean-Paul Zenacker, donc un super comédien, avec des mecs du français et tout, sur Schœlcher, donc l'abolition de l'esclavage aux Antilles. Super. Donc je me retrouve avec des brochures, des bruiteurs, parce que donc c'est pas comme le doublage, hein, la pièce radiophonique, hein, on est dans un immense studio où tu as à la fois du sable, des pierres, du vent, des trucs très fermés, tu as des boules sphériques, tu as des micros qui prennent partout, tu as un perchman avec un double micro, tu as le bruiteur qui est à côté de toi quand tu dois écrire, tourner des pages, boire, c'est génial quoi. Donc je découvre tout ça. Je découvre que il faut pas tourner les pages, donc tu enlèves la brochure, tu déposes délicatement les feuilles pour continuer à enregistrer. Et puis j'apprends le métier quoi. Et là pendant 10 ans, je vais faire que ça. Ah ouais. Et je croise Jean-Pierre Mariel, Daniel Prévost, Michael Lansdal, vraiment des Thierry Frémont et tout, mais que des mecs qui fait tout le français, tu vois, Thierry Ancis et tout. Et je me dis mais c'est génial quoi, putain. Et j'apprends le métier en fait. J'apprends. Donc ça, c'est un micro, tu vois. J'apprends à jouer avec le micro. On me dit, le micro, c'est comme une caméra. Et je fais le cercle de craie caucasien avec une comédienne qui était Christelle Wurmser. Et Christelle, elle a beaucoup dirigé en doublage. Et à l'époque, elle était dans la boîte qui s'appelait Alter Ego, qui était rue Clavel. Et Hervé Ikovic, qui avait cette boîte, je sais pas pourquoi, voulait faire un réassort de comédiens, changer ce comédien. Et à l'époque, et c'est toujours la marque d'Ikovic, c'est qu'il met des gens qui viennent du théâtre, pas du tout du doublage, parce qu'il veut pas que ça fasse doublage, c'est un peu sa marque de fabrique, quoi. Bon bref, je me retrouve à faire une audition. Christelle me dit, viens, donne-moi ton CV, je vais t'auditionner. Donc je viens, il y a à peu près 8 directeurs de plateau, dont Isabelle Branins. Et Christelle, et Hervé, et d'autres, et je fais des essais, et ça marche tout de suite. En fait, je comprends, je sais pas pourquoi, cette bande rythmo, les trucs, tout de suite, je mets pas tout dedans, mais franchement, je suis pas mal, quoi. Tu vois, sans me la raconter, j'arrive, et tout le monde fait, waouh. Alors, en plus du fait que cette boîte prenait des gens qui savaient pas faire de doublage, techniquement, j'entends, mais des comédiens. Alors, en plus, techniquement, ça collait, c'était nickel, donc je me retrouve à faire des premiers rôles tout de suite. Des Almodovar. C'est comme ça que j'ai doublé l'acteur Gaël Garcia Bernal pendant des années, que j'ai adoré ce mec. J'adorais le faire. Et Isabelle Branins, c'est la première qui m'a fait confiance et qui m'a donné vraiment mes premiers rôles, quoi. Avec Christelle aussi. Et c'était génial, quoi. J'avais des centaines de lignes et puis je trouvais ça dingue que ma voix, ça colle à des mecs et tout. Donc ça a démarré comme ça et ça a démarré pas si tôt finalement. Hein. Je devais avoir 25 ans, un truc comme ça, quoi. Ça va faire 25, presque 30 ans que je fais ça, quoi. Ouais. Mais c'est la suite de la radio, en fait, tu vois, la voix. Je vois. Et c'est marrant parce que ma mère, qui connaît rien au métier, m'a toujours dit, lâche jamais la voix. Jamais. Tu sais pourquoi? Mais non. Elle a eu cette intuition féminine. Mais ouais, une intuition. Et c'est vrai parce que moi, je voulais tourner. Je veux dire, personne ne se dit, on prend des cours de théâtre pour faire du doublage. Oui, alors maintenant, ça a switché un peu parce qu'il se trouve qu'avec tous les fans, et il y a beaucoup de gens qui trouvent ça génial, le doublage, et qui te mettent en avant, mais dans les années 90, 2000, on s'en foutait du doublage, c'était les ringards, c'était nul, tu vois. Ouais, c'était mal vu, quoi. Qui était soit trop moche pour l'image, soit trop raté, c'était les caves, les ratés, les moches, quoi. Donc, personne disait c'est super le doublage, tu vois. Donc moi, j'avais pas du tout envie de faire ça. Hein. C'est vraiment le hasard, quoi. Tu voulais pas être un raté, un moche, je comprends pas pourquoi. Non, mais je le suis peut-être, mais en tout cas, c'est la radio qui m'a amené au doublage. Marrant, ok. Sympa. Ouais. J'ai un peu l'impression que ta voxographie est un peu à l'image de ta vie perso. T'as pas vraiment un comédien attitré, t'en fais 50, un coup toi, un coup pas toi. Est-ce qu'il y a un comédien qui t'est fidèle et auquel tu tiens plus que les autres? Alors, pas vraiment. Je vais te dire pourquoi. Parce que le truc de je suis la voix de... Ouais. Alors déjà, moi, j'ai pas la télé, j'ai jamais regardé de série. Parce que comme je fais beaucoup de choses,
En fait, quand je sors d'un studio de doublage, tout de suite, j'ai des appels de prod, ou j'ai le club de rugby qui m'appelle, ou les filles du hand, ou Je t'ai vu, t'es souvent pressé de partir, ou t'as déjà où je me donné mets dans le à téléphone. côté et je travaille. Ouais. Et je fais des mails et tout ça. Et donc, j'ai pas déjà, quand je regarde une série, j'ai l'impression que c'est pas que je vais perdre du temps, parce qu'il y a des très belles choses à voir. Il faut voir les choses. Mais je suis toujours là, mais putain, j'ai plein de trucs à faire, je peux pas faire ça. Ou alors, je vais voir des gens pour de vrai, parce que j'aime toujours les rencontres. Et du coup, je suis rarement... C'est quoi pour de vrai? c'est-à-dire que je vais dans des cafés, je vais pas derrière un écran, quoi. Oui, d'accord. Je vais dans des expos, je vais dans des avant-premières, je vois des gens pour de vrai, tu vois, j'aime beaucoup sortir. Et du coup, les comédiens, je sais pas trop comment ils s'appellent, les prods, je sais pas trop, les licences. Donald Renew, que j'adore et que je connais depuis hyper longtemps et que j'ai connu assez jeune, tu vois. Et à chaque fois qu'il me voit, il me prend pour pas un ringard, mais il voit bien que je suis complètement paumé dans les séries, les trucs et tout. Tu vois, j'ai eu la chance, de faire One Piece. Ouais. Et on me dit, c'est un live action. Et je sais même pas ce que c'est un live action, de quoi vous me parlez. Donc, je fais le truc parce qu'il y a Peter Gadiot, un comédien que j'aime bien faire pour le coup, parce que je l'ai doublé pendant des années sur Les Reines du Sud. C'était Laurence Saquet qui dirigeait, que j'adore, tu vois. Et donc, bon, bref, j'aime ce comédien et je fais ce truc, mais je savais même pas ce que c'était, moi, One Piece. Je dis, c'est un manga hyper connu. C'est pas trop ta génération, j'avoue. Hein, non, mais pas du tout. Je savais pas du tout ce que c'est. Mais c'est comme les jeux vidéo. Quand je dis League of Legends, il y a des gens qui font waouh, ou Valorant, waouh. Je sais même pas ce que c'est. J'ai jamais joué à un jeu vidéo. J'ai beaucoup joué, ouais. Les jeux vidéo que je le dis dans mon spectacle, c'était ma console Atari où il y avait encore du bois dessus. Bien sûr. Il y avait 2 boutons. Carrément. Et tu sais, c'était des manettes comme ça, où tu avais un point rouge. Un joystick. Donc je jouais à Space Invader. Mais oui. Voilà. Je jouais à Pong. Mais bien sûr. Voilà. Et puis, alors j'ai eu le jeu qui est vraiment le jeu le plus pourri absolu, l'échec commercial, E.T. l'extraterrestre. Ah oui. Moi, j'étais fou d'E.T. Et donc, c'était des cassettes qu'on mettait. T'as entendu parler de cette histoire folle qu'ils ont récupérée des cassettes dans le désert. Mais oui, parce que comme j'en parle dans mon spectacle, je me suis un peu renseigné. Ils avaient tellement de cassettes inutilisées, invendues. Ils ont foutu dans le Nouveau-Mexique, je sais pas quoi. Et le jeu, effectivement, il est injouable. Tu ne comprends rien. Mais rien. T'as la musique de Spielberg en électronique, là. Ouais. J'ai jamais compris, j'ai jamais pu jouer. Mais voilà, c'est les 3 jeux que j'ai fait, tu vois. Donc 2 finalement, parce que. Ouais, 2 finalement. Donc du coup, est-ce que j'ai des comédiens que j'aime bien? Gaël Garcia Bernal, c'est un comédien que j'aime bien. Ouais. Voilà, c'est un mec que j'aime beaucoup. Et puis j'ai eu la chance de faire Versailles pour Canal+ pendant 4 saisons, qui était une super prod. Et le comédien, qui est franco-britannique, qui parle français, je l'ai rencontré au studio de Brie-sur-Marne. J'ai eu la chance de voir les décors et tout. Et c'était un mec super gentil, super cool, tu vois. Et donc, du coup, quand tu connais la personne et qu'il est cool et que tu converses avec lui, c'est marrant après de le retrouver, de le doubler. Voilà. Et ça, c'était Louis XIV directement? C'était lui que tu faisais ou... Oui, oui, Louis XIV. Ouais. Anatole de Bodina faisait mon frère, Philippe d'Orléans. Et c'était une super série. C'était génial, quoi. Et du coup, ce qui était marrant, parce que tu connais le mec, quoi. Ouais. Puis ce qui était fou sur cette série, mais c'était dingue. Ils ont commencé la première saison à faire doubler les actrices. Et je sais pas si tu te souviens, mais c'était très cul, quoi. C'était vraiment Louis XIV qui... Je sais pas tout vu, j'ai vu de loin parce que mon ex c'était les courtisanes. C'était les courtisanes. Donc il y avait des scènes de cul, beaucoup, quoi. Et les comédiennes, c'était les vraies comédiennes. Parce qu'elles étaient toutes francophones, quoi. Ah oui, ok. Et c'était, je me souviens, affreux pour elles, parce que les premières séances... Elles se doublaient, elles étaient à poil à l'image. Et surtout, elles n'avaient jamais vu le film. Ah oui, ok. Donc elles débarquent, souvent pour la plupart jeunes, pas habituées à faire du doublage, machin, et elles font comme ça, quoi. Je vois. Tu vois, à Walpé et tout. Donc gênance de ouf, t'es comme ça. Et ça a duré même pas une saison, ils ont arrêté. Ils ont fait, ok, ce qu'on appelle la post-synchronisation, on va faire ça ailleurs, autrement, parce que c'était trop chaudard, quoi, tu vois. C'était ouf. Et c'était marrant, quoi, parce qu'il y a des filles, elles arrivaient. Oui, il y a une régie. Ah oui. Non, non, il n'y a pas de régie. Pas comme ça. Et alors pour le pick-up, le chauffeur vient à quelle heure? Non, il n'y a pas tout ça. C'était drôle, tu vois. C'est comme si elle venait dans des tournages. Ah ouais. C'était très marrant. Cool. Très marrant. Bon, parlons de Elden Henson. Ça te parle? Le fameux Froggy. Ah oui. Foggy. Ouais, parce que Froggy, c'est la grenouille. Ouais. De Marvel, que tu as fait sur 5 séries. Ouais. C'est qui Foggy et pourquoi il se retrouve dans 5 séries différentes, dis donc?
Parce qu'ils ont fait plein de ce qu'ils appellent les préquels, les machins, les Des trucs. spin-offs, des machins. C'est une licence Marvel. Ouais. Et lui, c'est l'avocat, c'est le copain du héros là, de Daredevil. Ouais. Et donc, Foggy Nelson, ouais, je l'ai fait. C'était une super série, qu'on a doublé au tout début, quoi, et qui maintenant est revenu. Mais moi, il se fait dessouder dès le premier épisode. Ah oui, dans Born Again. C'est ça, dans Born Again, Ouais. dans la suite, quoi. Ouais. Et donc, j'étais dégoûté. J'étais deg. Il y a des rumeurs comme quoi il aurait, comment on appelle ça, simulé sa mort en fait, parce que dans les comics, c'est ce qui se passe. Ah d'accord. Peut-être il va revenir. Donc peut-être qu'il va, voilà. Je sais pas. Hein. Non mais faut pas te donner de faux espoirs, mais. Ouais. Non mais voilà. Donc moi je l'ai fait beaucoup dans la première version. Je sais pas comment c'est maintenant parce que c'est plus Netflix, c'est Disney. Enfin, voilà. Donc je sais pas ce que ça va faire. Moi j'ai fait les premiers trucs Disney là, mais ça a pas duré longtemps. Hein. Je suis resté une journée, j'ai fait mon truc. Au revoir. Il est mort. Bon. Voilà. Marvel, les comics, la BD, c'est ton kiff ou t'as toujours été plus sportif d'extérieur que geek d'intérieur? Pas du tout. Ah ouais, donc voilà. Pour moi les Marvel c'est sur les chiottes. C'est le truc, c'est la pile de vieux trucs. T'ouvres. Alors, j'adorais Hulk, mais je voyais la série parce que je me souviens à l'époque c'était le dimanche avec Incroyable mais vrai. Il y avait le truc, c'est le combo parfait. Incroyable mais vrai, le truc de Jacques Martin où les mecs ils faisaient des trucs, ils soulevaient des camions avec les dents. Ah oui. Ils se faisaient tirer les cheveux, je sais pas quoi, ils faisaient des trucs de ouf. C'était le Guinness des records, quoi. Ouais. Après t'avais, je crois que t'avais l'homme qui valait 3 milliards. Oh, Steve Austin. Hein, et Hulk. Et je kiffais. Lou Ferrigno. Ouais, le dimanche après-midi. C'est bon, c'était ma vibe, je kiffais. Donc, mais Hulk, tu vois, quand j'avais le Marvel, j'ai jamais fait la bascule de la BD, quoi. Ok, je vois. Par exemple, l'Homme de Pierre, j'adorais, mais j'ai jamais fait la bascule complète. Donc, j'ai jamais. Pierre des 4 fantastiques. Ouais, c'est ça, des 4 fantastiques. Parce que tu sais, on avait une pile de toilettes et donc c'était toujours les mêmes, quoi. Captain America, tout ça. Alors, c'est marrant parce que je me suis retrouvé à faire Captain America dans le jeu vidéo. Ah ok. Ouais. Bah là, si t'es l'Homme de Pierre, il sort là au cinéma cet été. D'accord. La nouvelle version des 4 fantastiques. Mais je suis nul. Enfin, je connais rien, tu vois. Ouais, c'est peut-être l'occasion de se refaire, je sais pas. Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait? Suicide Squad, un jeu vidéo aussi, où là, il y a des mecs d'Arkham City. Je connais les termes quand même. Mais je suis paumé total. Bon, je vais pas trop te poser de questions techniques. Non, mais tu peux me poser. Ça peut être marrant et ridicule. Il n'y a pas de problème. De ridicule ne tue pas. En parlant de comics, tu fais donc Deadshot dans Batman Arkham City. C'est ça. Origins Shadow, Injustice 2 aussi. Ouais. Et un dernier dont on taira le nom par respect pour l'humanité. Tu es aussi au casting de LoL, Valorant, FF16, donc Final Fantasy XVI. Quel est ton rapport avec ce média, le jeu vidéo? Aucun. Zéro, tu joues zéro. Non, mais je joue zéro. Bah si, tu joues E.T. Pong et Space Invader dans les années 80. Voilà. Mais non, aucun parce que je suis pas du tout gamer. Ça m'agace. Tes filles, du tout? Du tout. Okay. Comme tout le monde, je me suis fait avoir par Candy Crush. Voilà. C'est pas un jeu, je suis navré. Hein. Ouais, c'est pas un jeu. Ouais. Et alors attention, là c'est Boomer de chez Boomer, le démineur. Ah oui, ok, d'accord. Ah ouais, là on est quand même dans le vieux PC de merde, sur petit Windows truc. 80. Mais que tu pouvais agrandir. Et quand t'agrandissais le démineur, tu fais, grand démineur. Oh, 4 tiers. Donc non, aucun rapport. Par contre, ce que j'aime dans le jeu vidéo, dans la technicité du jeu vidéo, c'est ces formes d'ondes. Et quand on est en TC plus 10, plus ou moins, en wide ou en... Tu vas en perdre plus d'un là, mais ouais. Enfin, soit on est vraiment synchronisé, soit on a 10% avant, après, soit on fait ce qu'on veut, avec la grandeur du fichier. J'aime bien ce défi technique de le faire vite et bien. Voilà, ça j'adore. Le doublage de jeux vidéo, donc il se fait par rapport à l'audio anglais. Et l'audio anglais est représenté dans le logiciel de l'ingé son, souvent Pro Tools, par une forme d'onde, donc ce que tu as appelé. Tu mettras ça tu feras des incrustes de tout ça. Certainement pas de montage. On n'est pas sur TikTok ici. Moi, il faut que ce soit long, il faut que ce soit chiant. Sinon, ça m'intéresse pas. Merde. Mais oui. Donc, le défi, c'est d'entendre un truc et le DA qui te dit, là, c'est la guerre, là, c'est une scène plus intime et tout ça, de le faire vite et bien. Ça, j'adore. C'est un défi que j'aime beaucoup. De très vite entendre. Et tu vois, maintenant, j'essaie de transmettre un peu ton savoir-faire. Savoir-faire, oui, on peut dire ça maintenant, au bout de presque 30 ans de doublage, mais de tout de suite faire de l'analyse filmique. Qui parle, à qui je parle, où je suis et comment je parle. Voilà, un truc très rapide. C'est intime, c'est pas intime, c'est extérieur, c'est intérieur. Comme une analyse vraiment très clinique de la chose. Et en jeu vidéo, il faut être clinique.
Faut être super clinique. Et je sais jamais de quoi ça parle, tu vois. Et je dis des termes, je sais même pas ce que c'est. Alors j'apprends les prononciations parce que je sais que les fans, ils ont envie que ça soit bien, tu vois, normal, quand tu suis le truc depuis des années. Mais ce que je remarque, c'est quand des fans me demandent des dédicaces vocales, que je fais avec grand plaisir, ils sont mais touchés à un point. Je veux dire, j'ai eu des gens limite en larmes parce que le fameux jeu League of Legends, si je comprends bien, il faut s'entraîner sans cesse pour être bon, quoi. Bah, c'est sans fin, ouais. C'est sans fin. Et donc le mec, il a ma voix sans cesse dans la tronche, quoi. Toi qui es sportif, tu vois ce que c'est, l'e-sport? Oui, bien sûr. Bon, bah voilà. Et puis j'ai vu qu'il y avait des compètes où tu pouvais gagner du pognon et tout, donc les mecs s'entraînent comme des oufs. Et quand tu leur fais des dédicaces, ils sont mais tellement reconnaissants, c'est dingue. Donc ils l'ont tellement entendu deux ça. fois que ça représente des moments de leur vie, des moments, tu vois. Ouais, c'est même flippant. Hein. Oui, bah parce que toi t'es déconnecté par rapport à ça, mais tu fais partie de leur vie en fait. Ouais, c'est ça. Je m'en rends compte. Ouais. Mais voilà, donc. T'avais pas un truc comme ça quand t'étais gamin, genre un dessin animé que tu regardais et si t'entends la voix d'eux aujourd'hui ou. Si, il y a toujours des Madeleine de Proust, tu vois. Voilà, bah c'est ça. Mais j'ai vu que c'était chez eux hyper chronophage, quoi. C'est des nuits entières à jouer en réseau, tu vois. Mais... Ouais, ça me dépasse complètement. Bah, c'est comme des sportifs de haut niveau qui s'entraînent tout le temps, tout le temps. Bah, c'est le même principe. Mais après, tu vois, j'ai pu faire des nuits entières dans des pubs avec des rugbyman. C'est pareil, ça n'a aucun sens. Voilà. Et voilà, on peut dire pareil. Mais tu perds ton temps, quoi. Voilà. Et puis tu perds ta santé, surtout. Chacun sa manière. Justement, comment tu te divertis quand t'es pas sous l'eau ou dans les prods? Sous l'eau, c'est marrant, il y a un double, double sens. Comment je me divertis? Alors moi, alors j'aime beaucoup voyager. Alors j'ai un vrai problème, c'est que j'ai un problème avec l'avion, j'essaie de moins le prendre parce que voilà, parce que l'écologie, c'est devenu un truc pour moi super important. Donc j'essaie d'être raisonnable dans ce que je fais et je m'aperçois qu'il y a des. C'est bien de le dire aussi, de le reconnaître parce que je connais plein de gens qui se disent écologistes et que ça dérange pas d'aller en vacances à Bali 2 fois par an. Non mais voilà. Donc moi j'ai arrêté la viande, j'ai arrêté le poisson, je suis vachement raisonnable. J'ai un vélo, t'as vu, je suis en vélo à jambes. Hein. Qui n'a pas à batterie, je vais partout avec, je fais environ 30 bandes tous les jours, c'est bien pour la santé. Enfin, je respire de la merde à Paris, mais voilà. Mais j'essaie de faire des efforts le plus possible. Donc quand je m'amuse, j'essaie de me faire des week-ends principalement à Marseille, parce que j'adore cette ville, j'adore cette ambiance, j'adore cet endroit. Alors, évidemment, j'y vais pour plonger, mais pas que. Je fais beaucoup de ramassage de déchets, ça m'éclate. Mais ça m'éclatait déjà quand j'étais petit, en fait. Ça fait très longtemps que j'aime bien ramasser des trucs. J'aime bien fouiller, j'aime bien ramasser. Moi, je me suis habillé plein de fois avec des fringues de récup tout le temps. Mais bien avant Vinted, bien avant tout ça, quoi. Tous mes apparts, je les ai meublés qu'avec des meubles que je trouvais dehors. Ouais, marrant. À l'époque, il n'y avait pas tout ce délire des punaises de lit, là, où tout le monde flippe dès qu'on prend un truc dans la rue, on va ramener des parasites chez soi, quoi. On n'en parlait pas, il y en avait certainement, tu vois. Donc j'ai toujours eu de la récup. Les brocantes, alors, c'est ton kiff? Ah ouais, j'aime bien, ouais. Alors, j'aime pas trop faire les magasins et tout ça. Mais par contre, non, des brocantes en banlieue, enfin pas en banlieue, en province. Mais plus que la brocante, j'aime fouiller, même limite dans une décharge, tu vois. Les trucs dans la rue que tu récupères, ça j'adore. C'est dégueulasse. Un peu. Non, j'avoue, je suis un peu dégueu. Tu mets des gants, tu vois, la dernière fois, j'étais boulevard de Magenta, je remontais chez moi et je vois plein d'affiches enroulées. Putain, je pose le vélo sur la piste cyclable, je vais voir. Bon, c'était des affiches de pub dans les trucs qui. Je pensais que c'était des affiches de cinéma. Ok, ouais. Tu vois, je me dis, putain, génial. Ouais, des vieilles affiches et tout. Ouais, c'était des affiches de merde pour du vendre du téléphone, je sais pas quoi. Ah ouais, c'est moins fun. Aucun intérêt, quoi. Mais tu vois, ça m'intéresse. Des meubles, des chaises, des vêtements, des trucs, des livres. Voilà. Ma meuf est pas du tout fan de ça. Du coup, je me freine beaucoup. Bah ouais, puis il faut avoir la place. Il faut avoir la place. Et mais voilà, ouais, j'aime bien la récup. Donc ce que je fais, quand je veux m'éclater, soit je voyage, soit je flâne. Tu ramasses des trucs. Ramasse des trucs, ouais. Ouais, non, mais au plus, ramassage de déchets, c'est génial. Hein. Et sur la plage, tu vois, ou n'importe où, tu commences à ramasser des déchets, t'as toujours, alors c'est pas les anciens, mais les jeunes qui te suivent. Les enfants, hop, ils ont envie de ramasser. Ah, trop bien. Ouais, tout le temps. Et en fait, ça crée un truc. Et t'es pas obligé de l'organiser, tu vois, t'es pas obligé d'aller dans des opérations identifiées, mais tu le fais, dès que tu le fais, alors, est-ce qu'il faut pas un cadre déjà, genre sur la plage, c'est quand même plus sexy que de le faire en plein milieu d'une rue, ça m'étonne que beaucoup de gens qui te suivent. Non, mais tu vois, moi je prends la tête aux mecs qui jettent leur mégot par terre, je m'en fous de fumer, tu vois, ça concerne chacun, tout à chacun fait ce qu'il veut, je m'en fous, mais de jeter son mégot par terre, tu sais que c'est 500 litres d'eau que tu vas polluer. C'est con, autant le mettre dans une poubelle, tu vois, c'est trop bête. Donc du coup, tu le dis, alors les gens souvent ils se vexent, ils s'énervent, il y en a plein qui s'énervent, tu s'en fous.
Mais tu ramasses devant eux des trucs. Ça m'arrive même de ramasser des mégots qu'un mec vient de jeter, tu vois. Des fois, ça l'énerve, quoi. Parce que ça le culpabilise, Bah tu oui, vois. bien sûr. Mais tu fais un geste et tu expliques pourquoi. En fait, les gens, souvent, c'est parce qu'ils savent pas pourquoi. Quand tu sais que c'est 500 litres d'eau et que tu en fumes allez, 20 par jour, putain, tu te rends compte, quoi. 10 000 litres d'eau, mais c'est n'importe quoi. Donc, quand tu sais pourquoi tu le fais, ben, les gens, ils adhèrent, hein. C'est juste que souvent, les écolos, et des fois, je m'inscris en faux, mais c'est trop, tu vois, les ayatollahs de l'environnement, quoi. Arrêtez tout. De toute façon, moi, c'est pas parce que j'ai arrêté la viande et le poisson que je dis à tout le monde, arrêtez. Ben non. Il faut moins, il faut un peu se restreindre, c'est tout. Être un peu raisonnable, mais on n'a pas arrêté. Je le fais vraiment pour faire de la politique. C'est juste politique, la position, quoi. De toute façon, à partir du moment où on essaie de te contraindre, tu peux être sûr que les gens ils vont aller dans le sens Bien inverse. sûr, Donc, bien sûr. est-ce que tu aurais un, je sais pas si c'est un conseil, mais une idée pour encourager les gens à ramasser des trucs aussi, Un un peu conseil. plus. Hem, Ben, je crois que c'est surtout, alors les gens ils disent: «C'est l'éducation». Oui, c'est l'éducation, mais tu vois, moi, ça fait longtemps que j'essaie de Ça peut être sensibiliser, du toc aussi, hein. hein? De ramasser des trucs tout le temps, ça peut être du toc. Oui, ça peut être un TOC. Non, mais je suis rassuré sur un point, c'est que je fais beaucoup, beaucoup de ciné-débat avec le film «La Méditerranée n'est pas morte», notamment dans les collèges. Ils appellent ça les aires marines éducatives. Il y en a 1 800 en France. L'objectif, c'est d'en avoir 10 000 à 2030. Et si tu veux, je vois tous ces jeunes et je suis rassuré parce que eux, ils ont conscience de ça. C'est déjà c'est la disquette, elle est là, quoi. Ils savent qu'il faut pas polluer, ils savent qu'il faut recycler, ils savent qu'il faut pas trop prendre la bagnole, pas trop prendre l'avion. Ça, c'est déjà là-dedans, quoi. Le logiciel, il est nickel. C'est plus flippant sur les trentenaires et puis alors notre génération, nous, on a tout défoncé, donc on s'en fout complètement, tu vois. Et c'est difficile, mais je suis rassuré parce que les jeunes, c'est automatique, tu vois, de le faire. Donc un conseil, ben écoutez vos gosses, quoi. Voilà, c'est surtout ça parce qu'ils sont. Moi, je le vois. Hein, le soir, ils rentrent chez eux, ils disent putain, j'ai vu un film, il avait ça, ou j'ai vu une pièce de théâtre, Le Monde du silence gueule. Ben il faut arrêter de polluer, il faut arrêter de bouffer du poiscaille non-stop, tu vois. Donc les jeunes, voilà, écoutez vos gosses, quoi. Ils ont raison. Eux, ils ont le truc, quoi. Quand j'étais à l'école, il y avait un. C'est pas une cour, c'était un parc, vraiment. Et effectivement, de temps en temps, il y avait allez, les enfants, aujourd'hui, on va aller ramasser les déchets dans le parc. Et donc, tous les papiers de gâteau, de BN, de je sais pas quoi, et ben, on les ramassait. Donc, je sais pas si c'est une histoire de génération ou d'éducation ou j'ai eu ça. Je t'avouerai que je le fais moins, c'est vrai. Parce que Euh, t'es moins jeune. Peut-être que c'est possible aussi. Tu vas plus au parc. Mais c'est vrai que ouais, mais ou sur la plage. C'est vrai que j'y vais Ouais. de moins en moins sur les plages, mais je m'emmerde un peu. Mais il y a pas que les plages. Enfin, je veux dire, Non, non, partout mais où tu en marches, fait, en ce qu'il fait, il y a. faut montrer, c'est un intérêt à faire ça. Si tu contrains, ça marche pas. Tu vois, Jacques Perrin, il disait dans Océan, je vais montrer du beau, du magnifique, parce que les gens vont respecter la planète. Ça ne marche pas. Enfin, ça ne marche plus. Tu peux montrer des très belles images, les gens, ils sortent de la projo, ils jettent leur club. Bah, Tu c'est-à-dire vois qu'ils ce que sont je veux dire? saturés d'images, en fait, les Voilà, gens. voilà. Et donc, ce qu'il faut montrer maintenant, je pense, c'est des choses qui marchent, qui fonctionnent. Et si tu dis à des gamins, on va ramasser tous ces déchets, et ces déchets vont produire de l'énergie pour chauffer un hôpital ou une collectivité, ou qui ont un intérêt pour du compost, si on ramasse des déchets organiques, ou si on ramasse des plastiques qui vont après faire une matière première pour fabriquer des briques, des isolants, des chaises, des cintres, ce que tu veux. Si d'un seul coup c'est concret et utile, alors là, tu as envie de le faire, tu vois. Et je suis sûr que tout le monde a envie de faire des trucs utiles. Parce que si tu fais du ramassage sous la contrainte et que tu sais même pas à quoi ça sert, et que le lendemain tu reviens sur la plage et c'est aussi dégueulasse, eh ben c'est difficile. Alors que quand tu sais qu'il y a un intérêt à faire ça et que ça va fabriquer d'autres objets, ou que ça donne un intérêt à quelque chose, là tu as envie de le faire. Ouais. Pourquoi la plongée? Pourquoi la plongée? Comment t'y es venu? Qu'est-ce que tu recherches sous la surface? Ouais. Alors, le premier truc, c'est que j'ai été complètement scotché par le film Grand Bleu. Le Grand Bleu, je suis de De Besson? ouais, de Besson, je suis de cette génération-là. Je l'ai vu, j'ai fait waouh! Et je me souviens à l'époque, ça durait un paquet de presque 3 heures. Et j'ai fait 2 séances de suite. J'étais avec ma mère, je l'ai fait chier. Je fais non, on le revoit. On est resté dans le cinéma, on fait une séance. Et après, je l'ai revu plein de fois. Et je me suis dit putain, je veux être dans l'eau. Et bizarrement, je n'ai pas du tout fait ça parce que j'ai fait du rugby et tout ça.
Et c'est bien après que quand j'arrête un peu le rugby ou quand j'en fais moins, que ma femme m'offre un niveau 1 de plongée, me fait un cadeau. Tu vois, comme on peut faire un cadeau avec des Parce que parents. vous en aviez parlé ou? Non, parce que je lui parlais tout le temps de l'eau. Mmh. Parce qu'elle voyait que j'aimais bien ça, tu vois. Et puis dès que j'allais à la mer, j'avais un masque et je faisais du palme masque tuba et j'aimais ça, tu vois. Donc elle m'offre un niveau 1 et alors là, c'est la révélation, quoi. Parce que là, je vole. Et donc, en fait, c'est ça que j'aime en plongée, c'est qu'on vole, tu vois. C'est qu'on est en apesanteur. Et ça, c'est le premier truc que j'ai ressenti. Je me suis dit, mais c'est génial. Et puis, moi, j'étais un peu barré. E.T. l'extraterrestre, tu vois, c'est un film pareil qui m'a scotché. Et du coup, moi, j'étais un peu barré dans l'espace, tu vois. Comme tous les petits, enfin, pas tous les petits garçons, mais souvent pompiers cosmonautes, quoi. Enfin, j'avais les deux, quoi. Pompier cosmonaute, voilà. Il y en a des deux, je voulais le faire. Finalement, j'en fais aucun. Mais quand t'es comédien, tu fais plein de trucs, donc c'est cool. Mais du coup, ouais, l'espace, tu vois, et le fait de flotter dans l'eau, ça m'a fait délirer, quoi. Délirer complet, quoi. Et du coup, c'est devenu une obsession. Donc j'ai passé tous les niveaux, je suis devenu instructeur, j'ai fait un club, et j'ai commencé à faire des films sur ça. Et j'ai voulu faire Franck Barbotte sur les réseaux, interviewer des gens, et m'intéresser à tout. Donc c'est devenu une passion, quoi. Une passion dingue, quoi. Mais comme j'ai été passionné dingue de rugby, je suis toujours, mais moins parce que je joue moins, mais c'est toujours à fond, quoi. Et donc le truc, c'est que souvent je dis, ben moi c'est on ou off, quoi. Il n'y a pas médium, quoi. Ouais, t'es un passionné. Voilà. Et du coup, c'est chiant de dire du coup tout le temps. De la nuque, de l'épaule. De l'épaule, ouais. Non, mais ça donne quelque chose d'un peu, oui, un peu extrême, mais ça me donne tellement de satisfaction, quoi. Et surtout, il n'y a pas de bruit. Moins de bruit. Alors là, je deviens technique, mais quand on fait du recycleur, c'est-à-dire qu'on n'a pas le chapelet de bulles, c'est un circuit fermé. Alors t'entends que ton souffle, c'est encore dingue, ça. Et puis c'est beau, et puis les AMP, les aires marines protégées, qu'il faut vraiment protéger. Bon, ça c'est un autre sujet, mais il y en a plein qui sont pas protégés. Mais là où je vais souvent à Cerbère ou Marseille ou même Port-Cros, elles sont vraiment protégées. Et tu vois la diff, quoi. Les animaux, ils sont immenses, ils sont nombreux, ils sont toujours au même endroit parce qu'ils sont safe. Et c'est beau, c'est magnifique, quoi. Malgré que la mer soit polluée, malgré que la mer soit chaude, malgré tout ce qu'on reçoit mondialement, tu vois. Eh ben, quand tu protèges un endroit et que tu ne prélèves pas, au moins, ça marche. La nature, elle est résiliente. Donc c'est, si j'essaie de résumer, le fait de pas sentir la pesanteur de Ah ton ouais, poids, ça c'est donc génial. voler, t'es Superman, quoi, Voilà. Et pas de bruit. et la tranquillité, le Ouais. silence. Ah ouais, ça j'adore. J'adore. Pourtant, t'es un citadin, t'aimes Ouais, sortir, t'aimes le... ouais, c'est le paradoxe, mais j'adore être dans le silence, dans l'eau, flotter. Et puis, je pensais pas du tout être pédagogue. Je pensais pas du tout que c'était une de mes qualités. Et tu vois, avec la plongée, ben, j'ai été amené à donner des cours ou des conseils et même à faire plonger des gens, à guider, à être un guide de palanquée. Et finalement, j'adore ça. Un guide de palanquée, ça s'appelle? Ouais, C'est super mignon. un guide de palanquée. Une palanquée, c'est un groupe de plongeurs qui a le même profil, c'est-à-dire même profondeur, même temps de plongée, même durée et même parcours. Voilà. Donc on reste ensemble, hein, par binôme. Et voilà, on est 2, 3 ou 4, 5 même. Max. Et c'est ça une palanquée. Il y a un guide, un GP, un guide de palanquée. Donc moi j'aime bien guider les palanquées. Puis surtout j'aime bien faire profiter des endroits que je connais à des gens qui ne le connaissent pas. Et puis j'aime bien les rassurer. En fait ce que je veux c'est qu'ils aient la banane en sortant. Pour moi c'est gagné, quoi. Et souvent, je prends mon temps. Il y a plein de gens des gens d'ailleurs de ce métier, qui ont fait des stages avec mon club, Plongée Partagée, et qui me disent, mais t'es pas du tout le même, quoi. T'es calme, t'es à l'écoute, t'es tranquille. Et ouais, Est-ce que ben, c'est l'équilibre ou que tu vas chercher parce que justement, t'as trop de... Ça remue trop quand t'es ici sur Paris? ben oui, c'est que c'est beaucoup comme je fais beaucoup de trucs et que je cherche de l'argent beaucoup pour faire des films, ou pour monter des pièces, ben ouais, C'est pour souffler, quoi. c'est difficile. Et du coup, ces parenthèses-là, elles sont sublimes, quoi. Et Ouais. puis, tu t'attaches à certaines personnes et tu fais attention aux gens. Et puis, en plongée, t'as pas deux chances, quoi. Tu vois, une tasse, pas cool, deux tasses, c'est pas bien, trois tasses, t'es mort. Donc, si tu veux, c'est la vie qui est en jeu. Et donc, il faut que ça se passe bien. Et il faut que tu aies tout checké. Donc, il faut être calme, il faut être bien reposé et bien à l'écoute de ce qui se passe pour éviter tout accident, tu vois. Et j'en ai déjà eu, hein. Et du coup, moi, je fais en sorte que tout se passe bien, voilà. Et on prend jamais de risques et tout. Alors que d'habitude, j'ai toujours tendance à faire le con, et tu vois, à chercher les risques. Et en plongée, pas du tout, quoi. Pas du tout, du tout.
On était prêt pour coacher Jean-Marc Barr et Jean Reno alors. Ah, ils n'ont pas besoin de moi. Et Jean-Marc Barr, je suis content parce que je l'ai revu grâce à la plongée. Ah bah, On se voit dans des festivals, marrant. il a une super asso, il s'occupe de cétacés, il est super, il commence à faire plein de films sur la plongée. Tu lui as déclaré ton amour pour le Grand Bleu et Jacques Oui, Mayol. après le problème c'est que si je suis pas le seul, tout le monde, c'est souvent des filles d'ailleurs, Ouais. quand elles voient C'est Jean-Marc Barr. d'amour. Mais il est super et du coup je suis content parce que j'ai pu reboucler, tu vois, en Ouais. rencontrant ce mec des années plus tard. C'était cool. Savais-tu que si nous sommes sensibles à la lumière bleue et que la réduire ou l'enlever de nos écrans est conseillé pour tempérer la fatigue, ce serait parce que justement nous venons des océans et que comme chaque être qui nage, la lumière du soleil qui perce à travers l'eau est bleue, elle nous indique donc que c'est le moment d'être actif. C'est le moment où on se Va se réveille. réveiller, ouais. Tu vois. Voilà. Écoute, c'est dingue ce que tu dis parce qu'il y a, alors, j'ai pas la ref, mais il y a un livre qui est sorti sur justement pourquoi le bleu et pourquoi le liquide, la mer, le sel, l'association de ces couleurs, de la texture t'apaise et pourquoi tu deviens plus détendu. Alors il y a des choses aussi, c'est on est des mammifères marins tous, hein, on vient tous de l'eau, hein, la terre elle était recouverte d'eau avant. Et on a des capteurs ici, et tous les apnéistes t'en parlent, hein, avant d'aller dans l'eau, tu te mouilles la tête parce que d'un seul coup ton corps va se mettre en mode eau. Ah, Et le mode eau, c'est un mode où tout ton sang et et toute ta chaleur du corps va se centraliser ici, dans le buste et les organes vitaux, parce que tu as vite froid dans l'eau. Et donc le corps va s'adapter tout de suite à ça. Et, euh, et si tu t'écoutes, eh ben, très vite, tu vas kiffer dans l'eau, en fait. Et souvent, les gens qui ont de l'aquaphobie, qui ont peur de l'eau, tout ça, c'est soit Steven Spielberg, oui, Les Dents de la voilà, Mer. Les Dents de la Mer, très souvent. 50 ans cette année, le film. Ouais, 50 ans. Et il a fait un documentaire pour s'excuser. Hein. On connaît tous le film, le documentaire, personne ne le connaît. Je pense qu'il est en open source sur Internet, il faut vérifier. Okay. Il a fait un documentaire pour s'expliquer, hein, pour dire mais pardon, putain. Il en a traumatisé des gens. Hein. De dingue. J'en fais un peu partie. Oui, mais de dingue. Ouais. Tous les gens me parlent de ça. Ouais. Et puis, il y a aussi les gens qui sont stressés parce que la charge mentale, la ville, l'urbanité, tout ça, ils arrivent dans l'eau, ils sont encore avec tout ça. Ouais. Ils n'arrivent pas justement à se dire on va voler, on va être cool, c'est un voyage, c'est détendu, quoi. Donc oui, le bleu, moi, c'est évident que ça m'apaise et qu'on est bien dans l'eau, quoi. On est vraiment bien. T'as pas une baignoire, c'est toi? Bah, tu sais que le premier film, j'ai fait un joke au Grand Bleu, le fameux oncle, je sais plus comment il s'appelle, qui est dans sa baignoire avec les Valkyries, tin, tadadin, tin, tin, et puis qui se met la bouteille et qui est dans sa baignoire. Bah, le premier plan du film de La Méditerranée n'est pas morte, c'est ça. C'est ça. Je suis dans ma baignoire. Voilà. Pas mal. Petite private joke. Enfin, Ouais. pas si private d'ailleurs. Ce lâcher prise presque total, en tout cas cet engourdissement, moi ça m'angoisse un petit peu, pour tout te dire. Ouais, je comprends. J'aime bien driver, j'aime bien être aux commandes. Qu'est-ce que tu gagnes à te laisser dominer par les forces naturelles? Ben, l'humilité. Tu vois, l'humilité de savoir que on n'est rien, quoi. Alors, vraiment, on n'est rien. Et tu sais, il y a souvent, c'est Thomas Pesquet qui dit ça quand il est tout en haut et qu'il voit la terre, il dit mais putain, on est que dalle, quoi. Et dans l'eau, t'as le même sentiment. Actuellement, on connaît, c'est une phrase qu'on dit souvent, on connaît mieux la surface de la Lune que le fond de nos océans. Actuellement, on connaît 5% des abysses, à peine. Wow. Parce que c'est très difficile d'aller à 5 000, 6 000, 10 000 mètres. C'est très dur. Il y a des conditions de pression énormes. Donc, c'est très difficile d'explorer ça. Plus facile d'aller sur la Lune, ça qui est fou, quoi. Et donc, du coup, on sait pas ce monde inconnu on découvre encore plein de choses dingues. Et c'est pour ça que l'eau, on dit l'eau, c'est la vie. Ben oui, parce que voilà, ça produit de l'oxygène, ça capte du CO2, c'est extrêmement important. Les océans, il faut les préserver parce que sinon, c'est la vie sur Terre qui s'arrête. Enfin, la vie, l'espèce humaine est en danger. La vie ne s'arrêtera jamais, elle n'a pas besoin de nous. Mais tu vois, il y a un combat qui est très important, là, d'ailleurs, pour tous ceux qui ont envie de s'investir petitement, mais qui ont une force, il y a un combat contre le deep sea mining. Donc, le deep sea mining, c'est la recherche de minerais, de métaux rares dans des zones de 2000, 3000, 4000, 5000 mètres. Et Trump, pour ne pas le citer, a dit on y va, on va forer, pas que sur Terre, on va forer aussi dans les océans, dans les eaux internationales. Donc il est en train
de braver le droit international. Et il se trouve qu'il y a une faille dans le système, puisque Camille Etienne et Anne-Sophie Roux, qui sont deux activistes que je suis par ailleurs et qui ont vu le spectacle dans le monde du silence-gueule, ont découvert que la société qui a le bateau est une société suisse. Le bateau qui va forer, puisque il n'y en a pas beaucoup des bateaux qui ont les machines qui ont ça. Et donc, la Suisse est en train de voir dans quelle mesure on ne viole pas le droit international et donc interdire cette exploration. Voilà. Qui serait la première exploration de ce type. Mais il faut absolument s'engager à ne pas faire ça, parce que si on fait ça, on ne sait pas ce qui va se passer, clairement. Parce qu'on sait qu'il y a du CO2, ça, scientifiquement, on sait qu'il y a du CO2 capté au fond des océans. Ouais. C'est une sorte de puits de carbone. Et si on commence à tout relever, ce truc, déjà, on va recarboner, et on n'en a pas besoin, l'espace terrestre. Tu m'étonnes. Et puis, on va surtout massacrer toute une faune qu'on ne connaît pas. Il y a plus de 100 000 ou plusieurs centaines de milliers d'espèces qu'on ne connaît pas. On ne sait pas ce qu'il y a là-dessous. T'as vu Abyss ? Oui, bien sûr. Tu vois, on Ouais. sait ce qu'il y a là-dessous. Ça fait peur. L'événementiel, toujours ou c'est fini ? Un peu moins. J'en ai fait beaucoup avec une société qui s'appelait Jive Squad, avec Jean-Christophe Vincent, qui était le producteur de Shirley Soignon. J'en ai fait une dizaine d'années. Ça m'éclate l'événementiel parce que c'est faire des trucs hyper rapides, avoir des marques qui te demandent des trucs impossibles à faire, mais que tu vas réussir à faire. Donc ça, j'aime bien le côté défi. Et il y a un gala que je fais tous les ans, qui est le gala de l'AMREF, qui est une ONG de santé africaine, qui a 60 ans d'existence, qui est une ONG kenyane. Au début, ça s'appelait les Flying Doctors. C'était les gens qui livraient les médicaments dans des contrées un peu éloignées. Et ils ont complètement changé, c'est-à-dire c'est plus de l'interventionnisme blanc comme on a pu voir avec Kouchner à l'époque du riz, Éthiopie, tout ce truc-là. Là, maintenant, ils forment des populations locales dans des luttes très précises. C'est surtout la lutte de la mortalité infantile, la lutte contre l'excision, l'émancipation des femmes. C'est une super ONG et ça fait 10 ans que cette ONG, même plus de 10 ans maintenant, que j'organise leur gala de charité annuel. Donc ils invitent des gens un peu connus, des patrons, tout ça pour qu'ils donnent de l'argent, ils fassent des dons à cet asso. Et c'est une super asso, une super ONG de santé africaine. Et ça, voilà, l'événementiel, je le fais. C'est quoi ton rôle précisément ? C'est de la direction de prod. C'est-à-dire, on me dit, voilà, cette année, on va faire le gala ici. Soit je repère les endroits aussi dans Paris ou ailleurs. Et puis après, j'amène des artistes. Souvent, on fait un concert. J'étais amené à avoir Kezia Jones. Kezia Jones, tu m'avais dit, ouais. Putain. Ça, c'est dingo. C'est une des plus belles rencontres. Il y a eu Maxime Le Forestier, qui est super. Yannick Noah, très sympa, tu vois. Mais artistiquement, Kezia Jones, il m'a scotché. Et puis, ça m'a permis de mettre en avant des artistes que j'aime, comme Kezia, qui est une artiste, j'allais dire, multimondiale, parce qu'elle vit à Dakar, en Allemagne. Elle est à Londres maintenant. Enfin, j'adore cette fille, quoi. Ça permet de faire découvrir des gens. Et puis, mon rôle, c'est de faire en sorte que le gala se passe bien. Donc, c'est toute la scénographie, les prises de parole, mais ça va aussi de tout l'aspect visuel, les invites, les fly, qu'est-ce qu'on va donner comme expérience, les plats, qu'est-ce qu'on va manger, du testing, c'est tout l'événement, c'est les nappes, la couleur, ça passe de tout. Vraiment tout. Dès que tu arrives jusqu'à la fin du gala, il faut que tout soit checké, bordé. T'as un petit micro comme Jean-Luc Delarue. Non, j'ai carrément le gros truc, tu vois, d'assistants. Ah ouais. Ce qu'on appelle l'intercom dans les théâtres. Et moi, je donne tous les tops. Donc mais ça passe par les tops de la bouffe, les tops de lumière, les tops de la vidéo, parce qu'on passe beaucoup de vidéos, les tops musique, les tops light, les tops hôtesses. Il y a des hôtesses qui passent. C'est une sorte de réalisateur. Ouais, de grands régisseurs, de grands chefs d'orchestre. Ça fait 10 ans que je fais ça, j'adore ça. Je m'éclate à faire ça. Et puis maintenant qu'on se connaît bien avec cette ONG, on a confiance. Et puis des fois, je leur apporte des solutions qui n'ont rien à voir, tu vois. Ça peut être on cherche une artiste peintre, on cherche une photographe, un vidéaste, mais on cherche aussi un fournisseur de vin, tu vois, des trucs de champagne et tout. Et comme je suis curieux de plein de trucs, je leur dis, tiens, je connais un tel. Et finalement, tu vois que d'avoir un carnet d'adresses, c'est important. Et ce carnet d'adresses, on revient sur les premières questions, c'est la curiosité. C'est le fait de passer du temps avec des gens et de s'intéresser à ce qu'ils font, tu vois. Et c'est ça que j'aimais chez Jive Squad quand j'ai bossé 10 ans, enfin presque 10 ans en événementiel, c'est qu'on te demande tout et n'importe quoi. Alors ok, c'est le magicien qui fait des ballons, mais c'est aussi, je sais pas moi, j'ai rencontré un mec qui s'appelait Mixi qui faisait des trucs avec des ballons de basket, des super figures, des trucs de dingue.
des mecs qui travaillent le feu, il y a de tout en fait. Et tous ces artistes, ben, c'est génial de les connaître, de voir leurs numéros, tu vois, ça peut te donner des idées. Enfin voilà. T'es un peu le Patrick Sébastien de l'événementiel. Tac, tac, tac. Non, donc du coup, l'événementiel, je le fais une fois par an, voilà, Ouais, avec ma ok. boîte Frozen Frogs, et ça m'éclate. Mais après, on peut pas tout faire. Voilà, on peut pas tout faire. Donc, Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a fait tourner vers cette activité? l'événementiel, c'est parce que j'ai commencé à faire de la prod. En fait, quand j'étais comédien, il y a des moments, je m'embêtais un peu parce que je faisais pas que ça, pas que comédien, et je me disais putain, je m'embête, j'ai envie de faire de la prod. La prod cinéma, c'est difficile d'accès. Tu vois, là, moi, je fais du documentaire, c'est vraiment ce qu'on appelle le parent pauvre du cinéma. Je désespère pas de faire du cinéma. J'ai fait déjà quelques courts métrages, mais c'est beaucoup plus difficile. Hein. Mais du coup, comme je voulais faire de la prod, je savais pas quoi foutre. Et l'événementiel, c'est simple. Hein. Tu reçois des briefs de marques qui te disent, ben moi, je veux fêter un truc, ou je veux lancer un produit, ou je veux faire tel truc, tel truc. Qu'est-ce que vous me proposez? Et là, tu peux proposer des choses. Donc, c'est comme de la mise en scène, quoi. Ah, évidemment, à moindre échelle, hein. Mais du coup, ça m'a beaucoup occupé, quoi. Et ça me plaisait je sais pas, d'aller, tu T'es au four vois. et au moulin tout le temps. Ouais, tiens, il faut trouver une voiture de collection, puis après, il faut trouver des stickers pour un super combi Volkswagen, je sais pas quoi, pour faire une tournée, pour une marque de tel truc, tel truc. Et du coup, ouais, ça me plaisait, ouais. Comment tu trouves justement les marques et les machins quand tu les dragues? Bah là, moi, je le faisais pas en nom propre. Je travaillais dans une boîte qui avait déjà ses contacts. Ok. Tu vois. Moi-même, c'est souvent ce qu'on appelle le networking sur les marques. Par exemple, un exemple très concret, les documentaires que je fais, j'ai pas vraiment le temps d'aller au marché du film, au MIP, rencontrer des diffuseurs et tout ça. J'en connais un peu, mais pas beaucoup. Et je passe par un distributeur qui s'appelle Ampersand et qui, lui, historiquement, a des relations avec les chaînes, les groupes France Télévisions, Media One, TV5 Monde, etc. Et c'est grâce à eux et en collaboration avec eux que j'arrive à ce que mes films soient diffusés. Parce que tu peux pas être bon dans tout. Tu vois. Et moi, ce que j'aime, c'est fabriquer. Donc, en fait, j'aime bien être sur les tournages, faire de la direction de prod, de la prod exé, j'aime ça, quoi. Être vraiment dans le cambouis, quoi. Comment t'as mis le Putain. doigt sur ce que t'aimes faire, ce que t'aimes moins, là où tu dois consacrer plus de temps? Bah, en faisant, en fait. Très vite, tu vois, les bons producteurs, c'est pour ça que je pense pas être un très bon producteur, c'est les gens qui connaissent les tableaux Excel par cœur et qui connaissent les cordons de la bourse. Ils savent très bien manier un budget. Moi, j'ai un peu de mal avec ça. Et heureusement, je me suis associé à quelqu'un qui fait ça, dont c'est vraiment le métier. Il a toujours fait ça et il sait faire ça. Il est sérieux dans ce qu'il fait. Je dis pas que je suis pas sérieux, mais moi, j'ai toujours l'artistique qui me... Ouais, Taraude. putain, on va tourner ça, on va faire ça, tu vois. Et j'ai pas la calculette forcément. Je l'ai un peu, tu vois. Je suis un peu ambivalent. Tu vois, dans mon spectacle, je dis, ah ben oui, non, mais si je fais ça, oui, c'est plus cher. Et si je prends un autre, c'est plus cher. Mais la fabrication et l'objet artistique m'emportent toujours. On prend toujours le pas sur l'aspect purement financier, équilibrage et tout ça. Et donc, je m'associe à des gens qui savent faire ça et qui sont des garde-fous. Voilà, c'est important. Évidemment. Voilà. Chacun son rôle après. Exactement. Chacun son truc. Ouais. C'est quoi, tu dirais, les problématiques de ce monde qui est l'événementiel? Ben, vite et bien. Voilà, le fameux Jean-Christophe Vincent dont je parlais, qui était un peu un foufou, ancien champion du monde de DJ, enfin un mec avec un parcours, ouais, okay. ouais, ça existe, ouais. Un parcours un peu dingue, quoi, qui vient de la nuit, qui était très proche des Guetta, tu vois, Ouais. qui a fait toute cette époque-là. Un peu paillettes et bling bling, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Mais il m'a appris un truc, c'est que dans l'urgence, il faut jamais s'énerver. Il faut rester calme, il y a toujours des solutions. Et lui, il arrivait avec les clients, putain, des situations où je me disais, mais ça passe pas, là, on est mort. Et toujours, comme tel un chat, paf, sur ses pattes. Et c'est ça qui m'a appris. Et maintenant, tu vois, alors je fais moins d'événementiel, j'ai pas des clients, mais quand j'ai des diffuseurs, des financiers, ou même des gens qui me font confiance pour peu importe ce que c'est d'ailleurs, hein, je sais que il y a le feu vraiment derrière moi, quoi. Mais je laisse rien paraître. Et tu laisses rien paraître. Et tu t'aperçois que quand t'es calme, eh ben, les gens t'écoutent mieux. Et que quand que l'urgence te bouffe, c'est fini. T'es paralysé et tout. Et il m'a appris ça, quoi. Ça t'est déjà arrivé de te laisser déborder par les... Bah oui. J'ai fait de la merde. Oui, plein de fois. Plein de fois. J'ai même raté des rôles. Une anecdote sur Didier d'Alain Chabat. Tu vois, donc ce film qui est super. Il y a une partie où il y a des hooligans du PSG
puisque Didier va faire un match, hein, comme tout le monde sait. Et je suis casté par un casting, peu importe. Bon, bref, j'ai le rôle d'un petit mec que je m'étais rasé la tête, un petit skinhead et tout. Puis il avait quand même 4-5 jours de tournage, un truc qui... Et c'est la première fois que j'ai un rôle un peu important. Puis Alain Chabat, s'il te plaît, il est nul. Tout. Ah ouais. Je suis comme un dingue. Et je te jure, j'ai le rôle. Hein. Je vais à la prod tous les jours pour leur demander le texte. Okay. Et là, à un moment, il y a une secrétaire qui me dit « Vous devriez peut-être pas... attendez... » Je suis complètement omnubilé par le truc. Je me dis « Mais putain, c'est génial, il faut que je rencontre Chabat tout de suite. » et tout. Et je l'ai fait chier au point qu'ils m'ont dit « Au revoir. » Enfin, ils m'ont pas dit au revoir, c'est mon agent. Je sais même plus si j'avais un agent à l'époque, peut-être pas d'ailleurs. J'ai un coup de fil en disant « On va pas te prendre, quoi. » Parce que, voilà, Alors, ils ont pas dit clairement « T'es un connard, tu fais chier le monde. » Mais tu vois, après, sur le coup, j'étais tellement con que je me suis dit, putain, ils sont nuls, quoi. Et c'est des années plus tard, je me suis dit, pauvre garçon, tu les as fait chier au point de pas te prendre alors que t'étais pris, quoi. Et donc là, tu vois, le surplus d'énergie, le surplus de trucs, le côté bourrin qui m'a accompagné pendant pas mal d'années, ça y est, je peux dire que maintenant, tu l'as mis de côté. C'est derrière moi, ouais. Ça a mis du temps. C'est intéressant parce qu'on dit toujours, quand tu veux réussir, faut la niaque, faut y aller, faut mais pas tant que ça. Moi, je m'en souviens, j'attendais des réals en bas de chez eux avec la cassette vidéo, parce qu'il n'y avait pas de DVD, DVD, c'est encore un autre monde, mais il n'y avait pas Internet, machin. J'avais la cassette, l'enveloppe, et j'avais pris leur adresse sur le bottin, quoi. Et je fais le pied de grue pendant des heures, et dès que je le voyais, oui, voilà. Monsieur Besson. Ouais, non, mais j'avais fait chier Téchiné comme ça. Ah ouais. Et en fait, tu fais chier les gens, quoi. Alors, parfois, tu as des bonnes rencontres. Ça m'est arrivé. Des bonnes rencontres. Mais, putain, c'est touchy, quoi. Comme ça, avec cette même approche. Ce même mode opératoire. Il y a quand même un mec qui. Mais parce qu'à un moment donné, le mec, il prend pitié ou. Soit il prend pitié, soit il a pas peur, quoi. Il se dit pas, c'est un fou, quoi, tu vois. Mais bon, si j'avais su ça, tu vois, je ferais autrement. Je serais moins rentre dedans et tout ça. Mais bon, il faut du temps pour ça. C'est l'expérience qui rentre. Exactement. Comment s'appelle ta prod ? Frozen Frogs, des grenouilles gelées. Pourquoi ? Parce qu'il y a une grenouille qui existe au monde qui résiste à moins 32 degrés. J'avais vu ça sur Internet. Je dis, mais putain, c'est ça, quoi. Nous, on va résister même au grand froid, quoi. Et Froggies, en fait, mon associé Christian Riffard, il vit en Allemagne, mais il a vécu à Los Angeles. Il fait beaucoup les salons internationaux de films. Et les Froggies, c'est les Français. Oui. Voilà. Donc, du coup, Frozen Frogs, voilà, on s'est dit, c'est bon, ça marche. Et finalement, c'est cool, quoi. Et vous avez produit quoi ? Écoute, on a produit principalement des documentaires, donc pour Arte, TV5 et Media One. Des documentaires. Alors moi, mes sujets de prédilection, c'est le sport, le rugby, la plongée. Ouais, mais dans le sport, beaucoup l'inclusion féminine, la parité des salaires et tout ça. Donc on a fait un film sur Bouguera El Wafi et je travaille avec une réalisatrice qui s'appelle Olivia Laurin, mais qui s'écrit LAURIN, rien à voir avec moi. On va au CNC, il dit, vous êtes mariés ? Non, ça n'a rien à voir. Bref, Olivia Laurin, elle est géniale. À la base, elle était dans la prod, puis après, elle était prof. Et maintenant, elle se met en dispo, elle fait ses films. Elle est extraordinaire. J'adore ce qu'elle écrit. Donc, premier film sur Bouguera El Wafi, un marathonien qui gagne pour la France en 1928 et qui vit dans la déchéance qu'on oublie parce que c'était un indigène. Il venait d'Algérie, des colonies. Et comme en plus, c'était super mat à l'époque, grossistra et tout, au revoir. Donc là, on a fait un film sur lui pour le remettre un peu, le réhabiliter d'une certaine manière. Il y a d'ailleurs Jamel Debbouze qui est très intéressé pour faire son biopic. Ça m'étonnerait pas que ça sorte bientôt. Après, on a fait un film sur Suzanne Lenglen, pareil, une femme incroyable qui est morte. On connaît tous avec Roland Garros. Voilà, oui. qu'on a d'ailleurs diffusé dans Roland Garros l'an dernier. C'était génial, c'était ouf. C'est super. Pareil, qui a lutté beaucoup sur la parité des salaires, sur le fait que les femmes pouvaient s'émanciper. Elle fumait, elle roulait en bagnole, elle buvait du cognac sur le terrain. Si elle voulait pas jouer, elle disait je joue pas. Enfin, c'est dingue, quoi. C'est dingue. J'adore ces parcours-là. Et là, on est sur une préparation de Marie-Josée Pérec, qui pareil, fait partie de ces gens qui, à un moment donné, ont dit fuck, non. J'accepte pas ça. L'équipe, la une de l'équipe, c'est mon cul, mais d'où ça sort. Enfin, tu vois, des trucs où ça y est. Et donc, parité des salaires, inclusion des femmes, et devoir de mémoire aussi. Tu vois,
transmettre un truc qu'on a oublié. Et puis, évidemment, la défense de la biodiversité, quoi. Donc, des films à caractère pédagogique pour aider, voilà, peut-être mieux se comporter, tout ça. Donc là, je tourne le 2e dans un mois, là. Trop bien. C'est ça ton but? Là, Mon but, c'est de m'éclater ouais, et de faire des films dans lesquels je joue. Donc, j'ai pas trouvé mieux que de me produire, finalement. Et t'es toujours à l'image? dans La Méditerranée Pavante, ouais, c'est moi qui présente tout le truc, ouais. Ouais, mais pas sur les portraits non. que tu fais, bah non. Ah bah non, par exemple, sur tout ce qui est les films d'Olivia Lorrain, je suis pas du tout à l'image. Je suis à l'orchestration avec elle de la prod, tu vois, et d'écriture, mais pas du tout à l'image. Mais si tu veux, là, ce qui est bien quand tu arrives à produire, c'est que tu peux faire ce que tu as envie de faire. Ah ouais. Là, la pièce de théâtre que je viens d'écrire, il y a un réalisateur qui s'appelle Eric Pineda qui est en train d'écrire un séquencier. Ça lui a donné, quand il a lu le texte, ça lui a donné envie de faire un film. Et la Dami me l'avait déjà dit, il m'a dit, mais ça serait bien en film, votre parcours. Là. Donc du coup, peut-être que ça fera un film, tu vois. Ah marrant. Ouais. Non, mais du coup, peut-être je rêve, tu vois, que ça ne se fera jamais, mais quand tu sais que t'as un peu aux commandes, ben c'est bien parce que tu peux créer tes propres trucs, quoi. C'est quoi le garde-fou dans ces cas-là? Parce que... le garde-fou, c'est entre l'ego et ce que tu fais, il faut toujours faire attention. Ouais. Quand t'es comédien, t'as tendance à faire que des trucs pour toi, et ça, moi, je fais très, très gaffe à ça. C'est pour ça qu'il y a plein de films que je fais où je suis absolument pas dedans, je suis juste producteur du truc, et voilà, j'essaie de faire en sorte que ça rentre dans les bonnes cases et qu'on dépasse pas trop le budget, même si c'est pas trop ma spécialité, mais quand même, un petit peu. Mais qu'on fasse surtout un beau rendu avec une belle image, des beaux musiciens, une belle post-prod, un beau montage. Enfin, voilà, des gens que je commence un peu on essaie de faire une famille aussi. Puis le garde-fou, c'est que ça devienne pas n'importe quoi et une usine à gaz non plus, quoi. Tu vois, là, cette année, si tout se passe bien, on fera 4 films, et c'est énorme pour une société comme moi, parce qu'on est une petite boîte. 4 films cette année? Ouais. Aujourd'hui. Ouais. Non, mais du coup, tu vois, c'est beaucoup. Donc, du coup, c'est le moment où tu bascules. Est-ce que tu vas salarier quelqu'un? Est-ce que ça va grandir ou pas? Bon, voilà. C'est le petit moment. C'est ouf. Un peu charnière, quoi. Ce qui me plaît chez toi, c'est que tu explores, que tu t'aventures et que tu challenges tes compétences en permanence. J'ai l'impression que dès que tu te sens à l'aise, tu te sens mal à l'aise. Il faut changer, te mettre en danger. Qu'est-ce que tu penses de cette impression déjà? Plus ça va et plus c'est vrai. Mais vraiment, j'ai de plus en plus peur. J'ai le trac de plus en plus. Là, pour jouer mes mots, je doute tout le temps. Et je me souviens, il y a quelqu'un qui me disait, un acteur qui doute est un acteur mort. En fait, c'est une grosse connerie, ça. C'est l'inverse. Oui. Un acteur vivant. Oui. Et en fait, là, ouais, j'ai vachement peur et tout ça. Et ça dépend si ça te... il faut pas que ça se paralyse, voilà. Évidemment. Ouais. T'as compris. Mais oui, oui, je me remets tout le temps en question. Puis alors, en plus, là, ayant des filles à la maison, je me remets en question aussi sur tout ce bordel de masculinisme, d'espèces de société virilisante et tout ce bordel-là. Et donc là, j'essaye aussi de déconstruire tout ça, quoi. Donc moi, je me fragilise d'une certaine manière pour quitter les trucs un peu qu'on connaît, quoi. Et j'essaye. J'y arrive pas forcément, hein. Mais c'est ce que j'essaye de faire en spectacle aussi, et dans les films aussi, et d'être le plus ouvert possible. Mais du coup, tu te mets en danger, quoi. Hein, et même en doublage, tu vois, pourtant j'en fais plein. Et il y a des moments, j'ai le trac, quoi. Il y a des gens qui arrivent à me mettre dans des positions où je sais pas. Mais je crois que c'est plutôt bien, parce que tu te mets au service de quelqu'un, d'une direction. C'est ce que je dis toujours quand des gens veulent faire du doublage. Je dis, ou même n'importe quelle œuvre artistique, il faut se mettre dans la direction de votre directeur artistique, de l'œil extérieur. Il faut l'écouter. Il faut essayer d'arriver à ce qu'il vous demande, tout en vous, en ayant un plaisir ou un truc à exprimer, quoi. Mais moi, j'aime bien la liberté dans la contrainte. J'adore ça. Petite question. Pourquoi est-ce qu'on privilégie notre vie pro par rapport à notre vie perso? Pourquoi est-ce qu'on privilégie des relations et des gens qui nous appuient pour ce que nous faisons et non pour ce que nous sommes? On prétend poursuivre le bonheur, mais on est un peu les architectes de ce qui nous empêche d'y accéder, non? Waouh. La première question, elle est intéressante sur la vie perso et la vie pro. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu le dernier film de Spielberg, là, sur quand il est enfant. The Fabelmans? Ouais, une sorte de biopic, là. Et il y a son oncle qui est dans le cirque, qui met sa gueule dans les lions, là, et qui lui explique, et pour moi, c'est la base du film,
que dès lors que tu vas faire de l'artistique, tu vas forcément faire en pâtir ta vie personnelle et ton entourage. Je le pensais pas, mais maintenant je le vois. Effectivement, ça impacte toute ta vie de famille et toute ta vie personnelle, ce métier, quoi. Et que tu sois peintre, que tu sois sculpteur, acteur, écrivain, ça impacte. Ça impacte parce que je pense qu'il faut donner de soi quand tu crées quelque chose. Tu peux pas faire autrement. Tu donnes de la chair, quoi. C'est pour ça que moi j'adore le théâtre et que j'y reviens beaucoup, beaucoup. C'est parce que tu donnes du temps. Tu donnes c'est énormément d'énergie, énormément d'investissement et pas forcément ça coûte ailleurs. Ce que tu donnes là, tu le donnes pas ailleurs. Et c'est difficile l'équilibre, hein. Chaque fois, je me dis: «Putain, je passe pas assez de temps avec mes gosses, je passe pas assez de temps avec ma femme, je passe pas assez de temps», tu vois? C'est difficile, c'est difficile. Et donc oui, par rapport à l'architecte et le bonheur, ça se trouve, on détruit, je sais pas. Je suis tellement dans l'action du truc et oui, effectivement, j'ai toujours peur de me poser, sauf dans l'eau. Mais c'est vrai que sur terre, j'ai peur de me poser, je dors pas beaucoup. Enfin, je dors, mais pas je travaille beaucoup et du coup, ouais, je vais au bout de l'énergie, quoi. Voilà, donc ouais, peut-être que c'est paradoxal et on devrait plus s'écouter, ouais, Parce ouais, que le sûrement. but, finalement, de notre vie, chaque fois, c'est de. Le bonheur, c'est notre cocon familial qui va nous l'apporter, qui nous l'apporte. On le sait quand on est avec. Ouais, pas forcément, parce que moi, j'ai coupé avec beaucoup de gens de ma famille aussi, pour diverses raisons, tu vois? Et j'ai trouvé du bonheur ailleurs. Alors là, on n'est plus dans le cocon Ouais, familial, voilà, on est dans on est dans la famille étendue. ouais, famille Ça, c'est étendue. encore un autre débat. Mais ce qui est sûr, c'est que donner un sens à sa vie qui n'en a pas. La vie n'a aucun sens, hein. Elle n'en a pas de sens. On est là, on sait même pas pourquoi, c'est parce qu'on fout là, Alors on dit que hein? c'est les enfants qui nous donnent un sens. Ouais, mais ça, c'est une vision un peu, il y a plein de gens qui ont pas d'enfants et qui vont très bien. Tu vois ce que je veux Ils dire? vont très bien, mais est-ce qu'ils sentent qu'ils vont quelque part, qu'il y a Ah vraiment un oui. sens, tu crois? Ah oui, complètement. Ah oui, 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 je pense pas que ce soit les gosses qui non, non, je pense surtout que ce qui donne un sens à ta vie, c'est ce que tu vas laisser. Alors le plus simple, c'est les gosses, parce que tu laisses quelque chose. C'est un peu un héritage, tu vois? Mais dans l'œuvre et dans l'art, c'est exactement ça, c'est que tu laisses des choses. C'est on fait ça pour ça, hein. C'est la peur de la mort. Moi, pourquoi je suis de plus en plus actif? C'est la peur de la mort. Ça n'a pas de sens, la vie. Tu vois bien, demain, tout à l'heure, je vais me faire renverser, je serai mort. Pourquoi? Pour rien, on sait même pas pourquoi. Donc il y a pas de sens à tout ça. Et donc si tu veux donner un sens à ta vie, ben, tu de faire des choses. Tu de transmettre des choses. Moi, la transmission, c'est hyper important, quoi. C'est pour ça que je me bats sur des combats comme l'écologie et la biodiversité, mais heu, j'ai envie de raconter des choses, j'ai envie de transmettre des choses, quoi, et je veux le faire vite avant que ça s'arrête, quoi. Tu vois? Et je serais content le jour où si j'ai fait plein de films, plein de pièces de théâtre, plein de choses et que je me dis: «Bon allez, c'est bien là, j'ai assez transmis, c'est cool, quoi». Tu vois? Bon, mais en fait, je pense que ça arrivera jamais, j'aurai toujours envie, mais c'est ça le but que tu donnes à ta vie, c'est continuer à transmettre. Je laisse ça respirer un peu. En tout cas, il y a un truc qu'on peut pas t'enlever, c'est que tu as pas peur du changement. Or, les êtres humains, et les Français en particulier, font toujours de la résistance face au changement. À ton avis, pourquoi a-t-on peur du changement? Bah, la peur de l'inconnu, toujours. Mais ça, c'est depuis le début, quoi. C'est instinctif, animal, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Le racisme, ça en fait partie, la xénophobie, ça en fait partie. Et tu vois, pour, aller dans ce que je connais un petit peu plus, le réchauffement climatique, les rapports du GIEC, les horizons à 2050, +1,5 ou +3 degrés, ce que ça va engendrer. Il y a à la fois un truc qui fait flipper et à la fois, moi, ça m'intéresse de dingue et j'ai envie de vivre ce qui va se passer. Le réchauffement climatique, les populations qui vont se déplacer, les torrents, les forêts qui brûlent, les cataclysmes. On va vivre un truc de dingue et je suis pas catastrophiste. On va le vivre parce que de toute façon, on voit bien que on est humain et les humains, ils ont besoin de prendre un mur dans la tronche pour dire: «Oh putain, on a un mur, faut se relever». Donc Look Up, c'est un film que j'adore parce que la météorite, elle va arriver, tout le monde le sait, mais les mecs, ils continuent à vivre comme si de rien n'était. Et c'est ce qu'on fait. Et j'ai envie de vivre ça et j'ai dit à mes enfants, j'ai dit: «Vous savez, vous allez vivre des trucs que personne n'a vécu. Ça se trouve, vous allez vivre la fin du capitalisme». Parce que tellement on aura défoncé cette planète, il y aura tellement de milliards de gens morts ou déplacés qu'on va devoir changer. On va devoir changer si on veut, en tout cas, rester vivant, l'humain. La nature, elle fera toujours sa vie. Mais si on veut un peu pérenniser l'espèce humaine, on va devoir se remettre en question sur plein de trucs. Et ça m'intéresse.
Tu vois, ça m'intéresse de vivre ça. Même si c'est fou. Mais ça me paralyse pas du tout. Pas du tout. Au contraire, parce que sinon, on est comme les lapins avec les phares dans les bagnoles et on est sidéré. La sidération, comme quand Trump, il fait tous ces amendements, là, et on est comme ça. Mais ça, c'est la technique de ces enculés, en fait. C'est de nous battre comme ça. Mais non, il faut pas, au contraire. On va dire, mais vas-y, fous le bordel. T'as vu toute la résistance là, qui est en train de s'organiser? Plus des mecs sont dingues comme Elon Musk, plus la résistance s'organise. C'est génial. C'est la guerre. Il va y avoir des clans, des trucs. Moi, j'ai envie de le vivre. Vraiment. Je préférerais que ça soit, évidemment, beaucoup plus zen. Peace and love. Peace and love. Mais ce n'est pas le cas. Je veux dire, on le voit bien, ça n'arrivera pas. Ou alors, on est des utopistes, ça n'arrivera pas. Ce qui va arriver, c'est du conflit, on le sait. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans le conflit? On agit. Moi, j'ai envie d'agir. Eh ben, alors on y va. On va voir ce qu'on va voir. Voilà. Hier, quand Ouais, faut être prêt. Tu connais une comédienne mieux que moi, mais je l'ai peut-être connue avant toi. Il s'agit de Julia Duchossois, fille de l'illustre Michel. Ouais. L'année où Le Seigneur des Anneaux est sorti en salle, j'avais réalisé un court-métrage sur les jeux de rôle qui s'appelle Critique, où elle jouait un des persos fictifs. Je me rappelle qu'on avait été, avec l'un des comédiens, faire une lecture chez elle, et sur le chemin, j'avais percuté que métro, c'était l'abréviation de métropolitain. Une sorte de révélation quelque part. Je n'avais jamais calculé. Vous avez fait quoi tous les deux comme projet? Julia, on s'est rencontrés en 2002 sur un spectacle qui s'appelait Tout est bien qui finit bien de Shakespeare, une adaptation. Un an après moi, ok. Ouais. Et c'était avec Romain Bouteille, le fondateur du Café de la Gare. Donc c'était génial parce que Romain, on a tourné ce spectacle pendant 10 ans. C'est Pierre Béfette qui faisait ça. Et c'était à la Monty Python, tu vois, que des anachronismes et tout. On était une quinzaine sur scène, hein, wow. Une quinzaine de personnes. C'était génial. Hein. C'était l'époque où on avait encore, ça fait vieux de dire ça, mais on avait des pièces de théâtre avec beaucoup de monde, quoi. Tu veux dire qu'il y avait du budget dans la culture, c'est ça? Ben oui, il y avait plus de budget dans la culture. Les gens pouvaient acheter des spectacles un peu plus chers, ouais, ça c'est clair. Et Romain Bouteille, c'était génial parce que, comme Pierre Mondy, comme Tila Shelton, celle qui a fait Teddy Daniel, mais surtout qui a formé le Splendide, avec qui j'ai joué, tout ça, c'est des gens qui t'as envie de savoir. Mais comment c'était que ça? Et donc moi, les histoires de Devers, de Coluche, de Miu Miu, d'Henri Guibet, tout ça, j'avais envie de savoir comment ils ont construit le théâtre et pourquoi ils sont partis, et qu'est-ce qu'ils ont fait, et tout. Et donc c'était génial, quoi. Puis en plus un nanar, de ouf, quoi. C'était génial. Et donc Julia faisait partie de cette distribution. Moi, pareil, je connaissais son papa. En plus, il était là, on le voyait. Moi, je sortais en boîte, j'avais fait une soirée avec lui, avec Michel. C'était la classe, tu vois, de ouf et tout. J'adorais, c'était vraiment une époque, voilà, tout était cool. Et puis après, avec Julien, on s'est pas du tout vu, ou moins, tu vois, beaucoup moins, après la tournée, beaucoup moins. Et sans le savoir et en le sachant, parce que avec les réseaux, on voyait bien ce qu'on faisait, on a tous les deux été dans des parcours de plongée très similaires. Tu vois. Alors elle, de plus longue date que moi, 10 ans plus tôt, mais on évoluait là-dedans. Pareil, elle passait ses niveaux, puis elle est devenue instructrice, tout ça, puis elle a carrément coupé avec le métier, elle est partie vivre aux Philippines. Elle a été guide de palanquet, parce que tu aimes bien ce terme. Oui. En tout cas, guide pour montrer les requins-renards, ceux qui ont une immense queue et qui fouettent les poissons avec leur queue pour les manger, parce qu'ils ont une toute petite bouche. Requin-renard, c'est magnifique. Et donc, elle a fait ça pendant plusieurs mois, et elle est revenue, parce que quitter le métier, c'était difficile pour elle, tu vois, une fille de comédienne et tout ça, avec Corinne Le Poulain, sa maman, quelque chose qui est vraiment lourd, estampillé, tu feras ça, mais tu peux pas faire autre chose, tu es né dans un théâtre, quoi, quasiment. Et elle est revenue, et elle a réussi, grâce à un premier spectacle, J'irai parler aux requins, où je parle aux requins, pardon si j'écorche le titre, et puis ensuite Le Monde du silence gueule, à réunir ces deux passions, et à faire en sorte que sa passion du théâtre et sa passion pour l'eau, l'écologie, la défense de la biodiversité, ça marche. Et Julia, c'est grâce à elle que je reviens au théâtre, parce que comme certains acteurs de doublage, j'ai eu tendance à cracher sur le théâtre, tout simplement parce qu'on m'appelait plus, soyons honnêtes, parce que j'en faisais tellement du doublage que j'avais la chance d'avoir aussi beaucoup d'argent, ou d'être un peu là, à me la péter et tout ça. J'ai commencé à cracher sur ça, alors que c'est la base. C'est la base, le théâtre, le bois, la scène, c'est la base, putain, le plateau, quoi. Et je m'étais perdu un peu. Et c'est Julia qui m'appelle et qui me dit, il y a que toi qui peux jouer ce rôle avec moi. Je veux quelqu'un qui connaisse les océans et qui soit comédien. Et Pef, il nous a surnommé plonge-acteur, tu vois. Un bon truc, quoi. Et pareil, moi je dis, mais pourquoi l'appelle Pef, le mec des Robins des Bois, ça n'a rien à voir. Il se trouve que Pef, son papa, Denis Martin Laval, c'était le médecin de la Calypso.
Oh avec non. Cousteau, si. Wow. Et Ok. donc chez lui, il a carrément des trucs de la Calypso, des photos de son papa et Cousteau. Il a Le été sur la bonnet, est-ce qu'il a Calypso. le bonnet? Ouais, non, je sais pas s'il a le bonnet. Mais donc du coup, ça avait un vrai sens. Et puis il est Marseillais, et puis ça a fait une équipe super, vraiment. Et c'est ce qui m'a redonné le goût du théâtre. Vraiment, il m'a remis le pied à l'étrier. Après, j'ai enchaîné avec quelqu'un du métier aussi, Noël, Ouais. sur Demain la liberté. Et puis maintenant, mon one man, tout ça. Donc voilà, je savais plus la question que tu m'as posée, mais oui, Julia Duchossois, Julia, c'est grâce à elle que je reviens au théâtre, et puis c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, beaucoup, et que je connais depuis plus de 20 ans. C'est une super copine. Ouais, je vous vois souvent en photo tous les deux. Ouais, elle est top. Demain, hop, on va jouer tous les deux. Allez hop, demain. Le monde du silence gueule, ouais. Bon, bah ça marche. Est-ce que tu te rappelles avoir enregistré chez Azrek un jour de canicule dans un studio où il n'y avait pas la clim, en slip et en buvant des bières? J'ai mes sources, ne nie pas. Genre une anecdote un peu fofolle. T'aurais une anecdote un peu fofolle dans le style sur un plateau de doublage ou un tournage dans Alors, cet esprit-là? j'ai eu une époque exhibe, il faut quand même bien le dire, c'est que j'aimais bien me foutre en slip. Il y a pas à chier. Là, et pour revenir au doublage, je fais une série et je vois le mec, je suis chez VF Prod avec Cécile, et puis je vois le mec qui est en slip rouge. Et je me dis, putain, c'est pas possible. Et je l'avais jamais vu. C'est la première fois que je la vois, la directrice de plateau. Et il y avait une cabine, tu vois. Ouais. Et je lui dis, attends, tu vas pas le croire, j'ai bossé mon rôle, regarde. Je me déloque, je baisse mon froc, et j'avais tu sais, les American Apparel, là, super beau slip, machin, rouge, comme le mec. Je regarde. Bon, le mec était noir. Rien à voir avec moi. Mais il avait un slip rouge. Et là, je me souviens, elle était catastrophée, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce mec? Mais complètement. Et j'avais pas bu. Et il timbrait, quoi. Donc voilà, c'est une anecdote. Est-ce que t'étais dans le studio bleu? Je sais plus. Non, pourquoi le studio bleu? Parce que les 50 premiers épisodes de DVTI, c'est là-bas que je les ai faits. Ah dans oui, dans voilà. la cabine bleue, ça aurait été marrant. Ah ouais. Non, je Bon. sais plus. Je sais plus quel studio c'était. Pas de coup slip cette fois-là. Non. Quelle non, couleur est ton slip aujourd'hui? Attention. Attention. Révélation. Je sais pas. Non, sans Je sais montrer. pas. Attendez. Oh. Ah, il est rose. Rose avec des fraises. Saumon. C'est un cadeau de ma fille. Voilà, on saura tout sur Franck Ouais. Lorrain. Ouais. Allez, on va se faire une petite conclusion. Que fait-on de notre temps pour être le thème de cet épisode? Je me pose la question et je te vois y chercher des réponses. Est-ce que ça part d'une angoisse de ne pas faire assez, de ne pas être assez, ou bien ta motivation est tout autre? Eh ben, figure-toi que l'angoisse et j'essaye de m'en défaire, parce que l'angoisse de l'efficacité, tu vois, dans le sens, il faut que mon temps, ça soit du temps de qualité, quoi. Et ça, c'est une grosse connerie, quoi. Parce que On l'a tous, hein. Ouais, on l'a tous, oui, sûrement. Ouais. Mais j'ai l'impression que je suis passé à côté de belles rencontres, de beaux trucs, parce que j'écoutais pas, parce que je me disais, oh, putain, il me met un tunnel, c'est pas du tout intéressant, là, tu vois. Alors que il y a quand même des gens qui arrivent à te mettre des beaux tunnels, hein, ça, on est d'accord. Il y en a. Mais se dire que profiter vraiment de l'instant présent, ça, c'est d'autant plus difficile maintenant avec les écrans, parce que moi, je suis aussi très réseau, parce que je m'aperçois que dans mon business, ça aide. Et je suis persuadé que des gens m'appellent parce qu'ils viennent de voir un truc en doublage, par exemple, tu vois. Parce que c'est dur d'être il faut le dire, de faire tu connais bien, faire des distributions. Soit tu tournes toujours avec les autres, enfin les mêmes, et au bout d'un moment, tu te fais, putain, merde, faut que je... Et tu vois quelqu'un, oh putain, j'ai pas pensé à lui et tout. Et je te jure, c'est fou, quoi, ce pouvoir de cet écran-là. Mais quand tu rencontres les gens, c'est vrai que ça serait bien de tout déconnecter, de profiter, et de pas se dire, il faut que ça soit efficace, quoi. Et donc, oui, je suis partagé beaucoup encore à ça. Mais maintenant, au bout d'un certain âge, tu arrives à te poser, à être plus cool et à vraiment profiter des instants avec les gens. T'as des clés pour lever le pied? Sincèrement, tu vois, j'ai eu 50 ans l'été dernier, et ma femme m'a fait un cadeau de dingue. On est allé dans un endroit qui s'appelle le Bout du Monde, à la plage de Cap Perfit. C'est vraiment paumé, Cerbère, à la frontière franco-espagnole. Un endroit que j'aime, elle sait que j'aime cet endroit. Elle a fait venir des copains de 30 ans, que des potes de la sport-études rugby. Ils sont vachement plus jeunes que toi, là, tes copains de 30 ans. Il est bon, hein. Oh, putain, putain. faut que t'écrives, hein. Tac. Je vais te produire. Et ça m'a fait un bien fou de revoir ses potes. En plus, c'était un week-end. Tu sais, c'est pas une fête que tu fais un soir. Tout un week-end où j'ai pu aller plonger, j'ai pu aller les emmener dans les endroits que j'aime, dans des montagnes que j'aime, dans l'eau que j'aime, tu vois.
Et ça m'a fait un bien. Et je me suis dit, putain, il faut profiter de ça. C'est important. On est allé en Espagne se faire, tu sais, des petites tapas et tout. Et ouais, putain, ça, c'est ça qui compte. C'est ça qui compte vraiment. Et j'y arrive de plus en plus, mais bon, j'ai toujours envie de faire des trucs, quoi. Voilà, ça c'est clair, c'est en moi et je pourrais pas me poser vraiment définitivement. Et ça n'arrivera jamais, je pense. Un petit pastis en écoutant les cigales, on serait pas mal. Ouais, on serait pas mal, ouais. Alors là, je suis dans ma période no alcool pour ce Bon, spectacle, mais un pacalo alors. un pacalo, exactement. Mais oui, profiter. Non, mais il faut pas exagérer. Je profite aussi beaucoup. Et tu sais, toujours, j'essaie de lier les trucs. C'est-à-dire, je descends dans un endroit pour faire une projo, pour faire du doublage ou pour faire un tournage ou un truc. Hop, tout de suite, je me dis, attends, je vais aller voir un tel que j'ai pas vu depuis le temps. On va passer un bon moment. Donc, j'arrive toujours à allier quand même l'utile, c'est pas le truc. Enfin, le boulot est agréable, quoi. Mais oui, être un peu plus posé, ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Bon, bah voilà. Je crois que ça risque d'être la conclusion. Le bon mot de la fin, ouais, carrément. Merci Franck. C'est Merci cool à toi. Ouais, c'est cool. passé nous voir. Je savais pas du tout à quoi m'attendre, tu vois, donc c'est bien. Et alors, ça va, t'es traumatisé? Ouais, pas du tout. Ouais, non, c'est très sympa. Non, mais tu sais, j'étais traumatisé pourquoi? Que tu me demandes des trucs que de doublage et de personnages dont je me souviens pas du tout. Je suis nul en convention, c'est pour ça que j'en fais pas. Je connais rien. Ouais, mais les gens, tu vois, ils se disent pourquoi tu leur pas posé la question de. Bah, allez, ils ont oublié, les mecs. Bah oui, c'est clair. Ils se rendent pas compte à quel point, mais ouais, la vérité, elle est là. Bon, merci Franck, allez, salut l'artiste. Salut, ciao.